Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adrien Parasol, alias le stagiaire à vie chez iSide, l'émission 100% moto aux côtés de Bader, Franck et François. Mais n'oublions pas qu'il est aussi un formidable pilote et je sais de quoi je parle puisque je suis allé rouler avec lui dans l'arrière-pays niçois et pas besoin de prendre des vitesses folles pour se rendre compte à quel point il fait absolument ce qu'il veut avec une moto. Logique donc qu'il soit désormais pilote engagé au championnat du monde d'endurance. Il nous raconte son enfance et comment il a baigné très jeune dans l'univers de la moto avec un père concessionnaire et un parrain champion de France des rallyes routiers en 1990. Logique donc qu'il se soit très vite mis lui aussi à la compétition. Il évolue assez rapidement vers une discipline à part entière dans l'univers de la moto, mais qui est très appréciée pour son côté spectaculaire, à savoir le supermotard, qu'il va être amené à pratiquer jusqu'en Italie. Durant son parcours scolaire relativement classique, il s'intéresse au journalisme et à l'écriture, l'amenant à débuter sa longue carrière de stage chez Moto et Motard, tout en créant un blog directement inspiré du Gorafi, à savoir Moto des Infos. D'ailleurs, petit scoop, parce que a priori certaines personnes ne savaient pas que c'était lui, ou ne savent toujours pas que c'était lui qui se cache derrière ce site. Donc pour ses copains journalistes qui n'étaient pas encore au courant, maintenant vous le saurez et il racontera quelques anecdotes à ce sujet. Pour finalement rejoindre iSide aux côtés de Bader, François et Franck. À travers cet épisode, vous allez nécessairement apprendre des choses, découvrir des histoires formidables et probablement avoir le sourire aux lèvres plus d'une fois tant on a passé un bon moment tous les deux. Je vous conseille d'écouter cet épisode en entier car nous avons fini par parler d'automobile avec Adrien et croyez-moi, les anecdotes qu'il a pu raconter à ce sujet en valent le détour. J'ai adoré l'après-midi que j'ai passé avec Adrien et je pense que cet épisode le reflète très bien, même si je me suis effectivement fait quelques frayeurs sur des freinages avec la Yamaha 250 TDR qu'il a pu me prêter et ses pneus qui dataient clairement de Mathusalem. D'ailleurs, merci pour ce petit cadeau, Adrien. Mais vraiment, je profite de cet épisode pour remercier encore une nouvelle fois Adrien, parce que j'ai vraiment passé un moment de fou avec lui, et j'espère que vous allez tout autant vous régaler qu'on a pu le faire à vous enregistrer cet épisode. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur la chaîne YouTube du podcast, à travers les formats qui arrivent, à savoir le format vlog, je vous en ai parlé en story sur Instagram. Ça arrive dès la semaine prochaine si tout se passe bien, j'ai vraiment hâte de vous sortir ce nouveau format. Et sur Instagram, évidemment, @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages, même s'ils sont de plus en plus nombreux. C'est vraiment trop cool d'avoir des interactions avec vous tous les jours. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 43. Avant de débuter cet épisode, j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Adrien. Salut Yann. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est chez toi dans l'ARPI niçois. Oui, c'est un plaisir de t'accueillir chez moi. Et on revient d'une balade de moto qui était exceptionnelle. Ouais, c'était cool. J'ai eu la chance de rouler sur une petite mamie qui est bien en forme. Et puis découvrir le deux temps. C'était vraiment une super expérience. J'ai roulé comme un papy aussi, mais c'était trop cool. Oui, mais c'était l'ambiance. C'était tes premiers tours en Yamaha 250 TDR. Ah ouais, non, c'était une folie. Vous l'avez bien compris, on va parler plus de moto sur cet épisode que d'auto, même si on en parlera un petit peu quand même. Malheureusement, oui. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots, Adrien ? Je suis Adrien Parasol. Je travaille principalement pour l'émission iSide, qui est une émission de moto, qui a eu quelques années en télé et qui est maintenant dispo sur Internet. Et à côté de ça, je suis passionné de moto et je suis pilote en championnat du monde d'endurance, de moto aussi également. Donc voilà, ma vie tourne quand même énormément autour du 2 roues motorisé. Et justement, cette passion pour le 2 roues motorisé, elle remonte à ton enfance. Oui. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs ? Je crois que t'as un père qui t'a mis dedans tout jeune. C'est ça. Je suis né vraiment famille de motards. Mon père avait un magasin de motos. En fait, dès mon plus jeune âge, j'étais sur des motos. Tu vois, j'ai des photos où je suis dans un couffin
dans le top case d'une Goldwing. Et mes parents faisaient croire à mes grands-parents qui voyageaient comme ça, ce qui était totalement faux, heureusement. La Goldwing, pour les gens qui voient pas exactement ce que c'est vraiment la grosse routière. Enfin, c'est la Oui. moto super confortable. C'est les motos-taxis. Exactement. Ouais. Il n'y a pas meilleure description. Ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, j'ai toujours baigné dans la moto. Mon père, du coup, avait ce magasin. J'ai toujours été trimballé un petit peu sur les circuits. Mon parrain aussi faisait de la moto, tu vois. Il a été champion de France des rallyes routiers en 90, il me semble. Donc, c'était il y a fort longtemps. Mais en tout cas, voilà, toujours dans cette ambiance de compétition et de moto. Et très tôt, du coup, à 6 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la moto. C'était pas mes parents qui m'ont poussé à en faire. C'est un jour, on est passé devant un circuit de mini-moto qui était en bord de mer à Cannes-sur-Mer. Il n'existe plus ? Non, malheureusement, il n'existe plus. Ils ont fait un terrain de volley-ball. C'est pas pareil. C'est vachement moins utile quand même. Mais il y a plus de gens qui en font au final. Et du coup, on est passé devant et je me rappelle très bien, tu vois, on était en voiture dans une Renault Espace. Et c'est mon père qui a dit à ma mère, peut-être faudrait lui faire essayer la moto et tout, peut-être ça lui plairait. J'étais derrière moi. Et ma mère a dit, faudrait lui demander en fait déjà s'il veut. Et du coup, ils m'ont demandé, et j'ai dit oui, en ayant une peur bleue de ce qui allait m'arriver. Comment tu visualisais cet objet à ce moment-là, la moto ? C'était un truc de grand pour moi, tu vois. Parce que c'était mon père qui roulait avec, c'était ses amis, c'était tout ça, donc ça me paraissait inaccessible. Et ça fait que j'ai eu une peur bleue de la moto pendant des années, toutes mes premières années en moto. Autant j'adorais les sensations d'équilibre, de vitesse, mais j'étais terrifié par l'engin, par le bruit, par les vibrations. Et je flippais, même mes premières courses, parce qu'en fait, quand tu commences tôt, tu te retrouves tout de suite à faire des courses. Tu vois, tu te retrouves sur des entraînements, et en fin de journée, ils font des courses avec tous les enfants. Et je détestais ça. C'était quoi ? C'était des Piouis à ce moment-là ? Ouais, c'était des Piouis, donc les petits, c'était vraiment des toutes petites motos pour les enfants à partir de 5 ans à peu près. Moi, j'ai commencé à 6 ans, et en fait, j'adorais faire de la moto, mais je détestais me confronter aux autres. J'avais genre une peur bleue de ça, et du coup, même mes premières courses, déjà, je partais dernier parce que j'étais le plus lent, et au départ, j'attendais que tout le monde parte, et après, je partais. Et en fait, là, j'étais trop content, et dès qu'ils commençaient à me rattraper, hop, je rentrais, et c'est bon, j'arrêtais. Tu faisais une promenade, en fait. Ah, mais c'était clairement ça. Donc, mon père, il s'arrachait les cheveux, et moi, en fait, j'avais juste peur de ça, peur de la confrontation aux autres et tout. Et puis bon, petit à petit, voilà, ça s'est débloqué, j'ai pris un petit peu confiance en l'engin. Et en fait, je crois que c'est la sensation que je préfère, tu vois, cette sensation de maîtrise justement d'un engin mécanique très puissant. Je crois que c'est pour ça qu'on aime la voiture, c'est pour ça qu'on aime la moto. Et moi, ça m'a jamais quitté depuis, quoi. Donc t'as fait de la compétition jusqu'à quel âge ? Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, du coup, je commençais à 6 ans. C'était des compétitions régionales avec pas vraiment de classement et tout ça. Quand t'es jeune, t'as pas accès à tout ça. Tu commences du coup par le Piouis. J'ai dû faire 2 ou 3 ans peut-être de Piouis. Et après, dans le club où j'étais, qui était un club de vitesse, donc la vitesse c'est sur du bitume, des circuits en bitume, normalement tu passais sur des mobylettes, sur des MBK, je crois. Tu vois, pas vraiment la dégaine d'une moto de course comme on peut l'imaginer, quoi. Bah non, pas du tout. Tu vois, des pneus très fins, des motos hautes. Ils essayaient de mettre des guidons bracelets et des carénages, mais franchement... Ça vaut qu'une gueule, quoi. Ah, mais je trouvais ça dégueulasse. Et en fait, je trouvais ça tellement moche que je voulais pas du tout rouler avec, quoi. Et du coup, je me suis orienté vers autre chose, c'est du supermotard. Où là, par contre, il y avait des motos un petit peu plus jolies, tu vois, c'est des motos de cross avec des roues pour rouler sur la route. Et du coup, ça faisait des motos vachement plus mignonnes, vachement plus jolies. Et du coup, j'ai dit, moi, je préfère faire ça. J'étais le seul à en faire dans la région. Et du coup, pareil, j'ai passé 2-3 ans à m'entraîner avec ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le supermote pour les gens qui connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors à l'époque, c'était pas vraiment du supermode parce qu'il n'y avait pas de partie terre. C'est-à-dire que c'était seulement des circuits en bitume. Parce que la particularité du supermotard, c'est que c'est des circuits composés à 70% de bitume et à 30% de terre. Avec des motos faites initialement pour rouler dans la terre,
mais avec des roues de bitume. Bon, c'est assez le bordel, mais c'est une discipline qui est assez sexy parce que il y a beaucoup de glisses, il y a beaucoup d'angles, tu vois, les motos penchent énormément, t'as des sauts aussi dans la partie terre, donc c'était vraiment quelque chose de très impressionnant, et à cette époque-là, donc on était fin des années 90, début des années 2000, c'était vraiment une discipline qui avait le vent en pourpre, et tout le monde kiffait ça, et c'était une des rares aussi disciplines où tu roulais sur du bitume, mais dans la ville. Tu vois, c'était sur des parkings de supermarchés ou des trucs, bon, pas forcément... Plus accessible que, par exemple, la moto type GP, quoi. Exactement, où là, c'est des circuits qui sont loin des villes, des grands circuits, avec des motos qui coûtent cher, qui ne peuvent pas tomber, enfin, qui sont pas censés tomber, donc la casse aussi coûte très cher. Là, c'était une discipline qui était beaucoup plus accessible, et aussi où tu avais une proximité du public. T'avais une proximité du public, t'avais les gens qui venaient la voir, enfin, il y avait vraiment beaucoup de gens. Un esprit plus populaire, peut-être? Ouais, clairement, et ce côté accessible, en fait, qui était assez cool. Et du coup, j'ai commencé à rouler là-dedans, à faire en tout cas le championnat de France. Là, on est en 2002. Et c'était donc j'avais 12 ans. Tu peux pas en fait rouler en championnat de France avant 12 ans. D'accord. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Donc, dès que j'ai eu 12 ans, je suis parti faire le championnat de France. J'étais le plus jeune pilote engagé. Donc, c'était de 12 ans jusqu'à quel âge? En 50, c'est de 12 à 13 ans. Okay. Parce qu'à 14 ans, tu peux rouler en 125. Et à 16 ans, t'es plus limité en cylindre. Donc, tu peux rouler avec les adultes. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, à 12 ans, en fait, en vrai, il y avait déjà des adultes qui roulaient en 50. J'ai jamais trop compris pourquoi ils faisaient ça, mais t'avais des mecs qui avaient des fois la trentaine et qui roulaient sur des 50. Et les 50, pour bien s'imaginer, c'est les motos de collégiens, quoi, tu vois. C'est ces motos qu'ont les jeunes à la place du scooter, ils ont une moto avec une boîte de vitesse, un grand guidon, des roues un peu plus grosses. Une Derby ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, Derby, Sherco. Et du coup, j'ai fait 2 ans de 50 où j'étais, pareil, pas très bon. Première année, ça a été assez compliqué. La deuxième, un petit peu mieux. En tout cas, j'étais plus à l'aise. Je roulais dans une catégorie qui s'appelait la Sherco Cup. Donc, c'était une coupe de marque où tout le monde roulait avec des Sherco. Donc, l'équivalent d'une formule de promotion en voiture. Exactement. C'est le même principe. Donc, tu achètes un pack en début de saison avec des pièces que tu mets sur ta moto pour que tout le monde ait les mêmes motos. Pareil pour les fringues, tout le monde a les mêmes fringues. Malheureusement, j'ai eu énormément de casses mécaniques. Je crois que sur 8 manches, j'en ai fini 3. Le reste du temps, j'arrêtais pas de casser. Et du coup, j'étais genre un peu dégoûté. Donc, je m'amusais plutôt à faire des glisses, en fait, tu sais, à faire glisser la moto au freinage. Et je passais mon temps à faire ça. Je perdais un temps infini. Mais du coup, j'avais des super belles photos. Et ça me faisait juste plaisir de faire ça parce que je savais qu'au championnat et tout, je pouvais rien faire vu que j'avais cassé trop de fois. Habitude qui t'est restée, parce que tu m'en as fait quelques-unes devant tout à l'heure. Oui, c'est une sensation que j'aime bien. Et c'est vrai que du coup, quand les gens me disent « Oh là là, c'est bien, tu fais des belles glisses et tout », en fait, ils savent pas que... Heureusement que je fais des belles glisses parce que ça fait plus de 15 ans que j'en fais. Donc, heureusement qu'elles ressemblent à quelque chose maintenant, quoi. Ta première moto est exactement dans cette philosophie-là. C'est pas une moto spécialement performante. Je te laisse dévoiler. Quand même comme première moto, c'est quand même assez oui, mais je veux dire, c'est un roadster, c'est pas une moto qui est destinée à taper des chronos du tout, tu vois. Putain, on est en train de la teaser comme si c'était un truc de fou. Mais non, c'était une Ducati Monster 695. Une noire avec un cadre rouge. Mais j'hésitais quand même un petit peu, tu vois. Parce que mon père vendait aussi des Kawasaki. Donc j'avais le choix entre une Kawasaki Z750 et la Monster. Enfin, j'avais le choix. Je savais que j'aurais l'une ou l'autre en fonction de ce que mon père pourrait récupérer. Et en l'occurrence, il a récupéré la Monster. Alors que, honnêtement, j'avais quand même une petite préférence pour la Z750. Pourquoi t'avais une préférence? Parce que c'est première génération? Parce que je m'intéressais pas du tout aux motos de route, en fait. Ok. Et comme plein de gens, comme plein de jeunes permis, tu te dis, une 750, c'est quand même une grosse moto, donc c'est cool. Pour les personnes qui sont pas habituées forcément à la moto, mais effectivement, quand on est en A2, c'est intéressant d'avoir une stratégie sur quel moteur va mieux accepter le bridage que... Oui. Parce que ça peut être valorisant de prendre une moto avec une grosse cylindrée, mais finalement, si c'est un veau, c'est-à-dire une moto très lourde, avec un moteur qui marche dans les tours, qui est très lourd, c'est pas forcément le bon choix, en fait. Et oui, ça fait un mauvais rapport poids-puissance. Forcément, maintenant, le bridage est un peu plus tolérant. T'as 11 chevaux en plus, mais à l'époque, c'était 34 chevaux, donc
C'était vraiment pas beaucoup. Après, bon, je dis tout ça, mais elle a jamais été bridée, en vrai, la moto. Ouais, on est beaucoup à l'avoir fait, quand même. Oui, clairement. Clairement, elle était bridée sur la carte grise, et mon père m'avait quand même bricolé une patte. Alors ça... C'est ça qui est... Tout le monde te dit, ouais, ça doit être cool quand même d'avoir un père qui vendait des motos et tout. Et oui, pour tout, c'était quand même super pratique. Surtout quand je roulais en 50 sur la route et qui cassait, le soir même, il me ramenait un scooter pour quand même que je puisse me déplacer et tout. Donc oui, il y avait énormément d'avantages. Mais genre ça, c'était la 695 et la Monstro. C'était une moto déjà qui avait eu un problème de carter moteur. En fait, la moto était tombée et la béquille avait percé le carter moteur. Donc la moto était épave. Mon père avait fait ressouder le carter moteur. Du coup, j'avais interdiction de monter dessus sur la béquille ou de m'appuyer dessus quand la moto était sur la béquille, parce qu'il était persuadé que ça allait casser. Il s'est avéré que je l'ai vendu à 3 personnes après, et il n'y a jamais eu de problème. À 3 de tes potes d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais. Il y a eu une espèce de chaîne, c'est ça? C'est ça, elle est restée entre nous, en fait. Ça a été donc ma première moto. Je l'ai vendue à mon coloc de l'époque, ça a été sa première moto. Qu'il a vendue à un pote à nous, ça a été aussi sa première moto. Qu'il a vendue à un mec qui a fait la même prépa que nous, et ça a été aussi sa première moto. Après, j'ai perdu la trace. Mais c'était cool, ouais, de continuer à la voir et de voir que plein de gens se faisaient la main et plein de gens kiffaient cette moto, en fait, parce que le caractère moteur est cool. Mais oui, pour en revenir au bridage, elle était pas bridée, mais mon père avait bricolé un truc. C'était une patte que je devais tirer si jamais je me faisais arrêter et qui passait la moto au banc, chose qui n'arrive jamais aussi. Mais je devais genre la tirer pour que ça vienne coincer le câble d'accélérateur et que je puisse pas accélérer. Donc à chaque fois, genre, j'étais stressé. Je me disais, putain, si je me fais arrêter, mais est-ce que j'aurai la force de tordre la patte et tout? Genre, je m'étais fait tout un pataquès de ce truc. Alors qu'au final, c'est jamais arrivé. Et pareil pour les gens à qui je l'ai vendu. Puis on devrait pas le dire, mais en général, même si tu brides pas ta moto, ils ont très peu de moyens de savoir si elle est bridée ou pas. Apparemment, j'ai jamais eu le cas, mais normalement, si jamais t'as un accident avec du corporel et tout. Ouais, tout à fait. Non, mais faut pas le faire, hein, mais. Non, clairement pas. Mais sur un contrôle routier, je vois pas comment ils peuvent le voir comme ça. Ouais, ça paraît compliqué. Ouais, non. Jamais vu de bande puissance portable pour... Il sort du berlingot. Bon, petit bande puissance, tac. Non, ça, j'ai jamais vu. Et puis non, dans l'absolu, c'est quand même plus simple d'apprendre la moto sur une moto bridée. Ça corrige beaucoup d'erreurs et voilà. Vaut mieux le faire, ouais. Pour revenir à toi, donc tu arrives dans une école de commerce après cette prépa? Oui, tout à fait. Une école à Paris. Pas une école genre très bien classée et tout. En fait, tu sais, t'as un classement des écoles de commerce. Tu passes des concours qui t'ouvrent les portes des oraux de certaines écoles et forcément, tu vas faire les oraux dans les écoles qui sont le mieux classées. Et j'avais des écoles qui étaient mieux classées, mais pas à Paris. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller à Paris. Tu voulais sortir un peu de ton petit village et vivre dans la capitale, ouais, clairement, parce que en prépa, j'ai quand même découvert pas mal de trucs sur la culture, sur l'art, sur tous ces trucs-là qui me passaient complètement au-dessus jusqu'à ce moment-là. Et j'avais du coup envie de découvrir d'autres choses et d'être dans une grande ville, en fait. Et pour moi, la grande ville, c'était Paris, c'était pas ailleurs, quoi. C'était pas Marseille, c'était pas Lyon. Donc j'ai préféré partir dans cette petite école à Paris et j'ai fait mes 3 ans d'école de commerce là-haut, qui rétrospectivement était bien, mais c'était pas non plus une révolution, tu vois. Sur le moment, en tout cas, je me faisais plutôt chier et tu l'as fait, j'imagine. Même pas tant que ça au final. J'ai pas trop. T'as pas accroché à l'esprit école de commerce. Exactement. Ouais. En tout cas, effectivement, oui, sortir, faire la fête et tout, ça allait. Mais c'était plus... nous, on avait un système associatif qui était très présent dans l'école. C'est-à-dire qu'en première année, tu avais toutes tes après-midi de libre pour bosser pour ton asso. Donc, tu étais obligé d'avoir une association en début d'année. Donc, tu passais des castings pour entrer dans des associations. Enfin, genre, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais fait en plus les castings genre un peu partout, tu vois, dans plein d'assos. Et au final, je me suis retrouvé au BDA. Donc, c'était genre le bureau des arts, un truc un peu arty et tout. Et j'ai essayé d'y aller quelques fois, mais en fait, on avait des locaux, tu vois, on avait des bureaux et tout, c'était ouf. Mais en fait, y aller pour rien faire, genre pour zoner et juste être avec des gens avec qui j'avais pas forcément d'affinité. Et du coup, ça m'énervait plutôt de perdre mon temps là-dedans. Et je me suis retrouvé avec un pote que j'avais eu en prépa,
et une meuf qu'on a rencontrée là-haut, où on était tous les trois, genre, pas du tout dans ce délire des assos, et on s'est dit, bah, mine de rien, on a quand même du temps à perdre, donc autant qu'on fasse notre projet de notre côté, tu vois. Et le projet, ça a été de lancer un magazine gratuit. Donc c'est là où tu fais la première approche avec les médias, pour toi. Ouais, alors j'avais déjà écrit, en fait j'aimais bien écrire déjà à l'époque. C'est pendant que je préparais mes écrits d'école de commerce, donc les concours, c'est toujours des moments, tu sais, dans ta vie, quand t'as un truc important à faire, bah tu trouves toujours 1000 trucs à faire pour t'occuper. Et moi, en l'occurrence, ça a été d'écrire, tu vois. J'écrivais genre des petits billets, genre un peu en mode blog et tout. Et je les envoyais à mes potes qui trouvaient ça marrant. Et ils m'ont dit non, mais il faudrait peut-être que tu essaies de les mettre en ligne et tout. Et du coup, je les ai mis sur un site qui s'appelait Le Post, qui est devenu après le Huffington Post. Mais en tout cas, c'était un truc ouvert où tu pouvais créer ton compte, poster ton article et des gens le lisaient. C'était la grande époque des blogs, hein. Ouais, clairement, c'était... Ça existe toujours, bien entendu, mais... 2011, tu vois, 2010, 2011. Et du coup, je faisais ces petits billets, ça me faisait marrer, et je les postais. Et en fait, il y avait des gens qui les lisaient. Et un jour, le site m'a contacté pour mettre mes articles en avant, tu vois, ils avaient une petite section avec des auteurs. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ben en fait, ça fonctionne, et il y a peut-être des gens qui aiment bien. Pourtant, c'était pas très bien écrit, dans le sens où j'ai pas une formation littéraire et tout, tu vois, donc... je pense que mes tournures de phrases étaient sûrement maladroites et tout ça, mais en tout cas, j'aimais bien l'exercice. Et donc, je m'intéressais de plus en plus aux médias et à tout ça, et ces métiers, en tout cas, qui t'offraient l'occasion d'écrire et de développer une pensée. Et donc, on se lance dans la création de ce magazine. On part genre un peu avec notre bite et notre couteau parce que bah on n'avait rien du tout en fait. On s'est dit ok bah comment on peut faire pour déjà le financer, comment on va faire pour l'imprimer, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et on s'est réparti les tâches comme ça. C'est-à-dire que la fille Diane, elle s'occupait de tout ce qui était commercialisation. Donc en fait, on cherchait des sponsors, de la pub. Ouais, vendre de la pub. Et du coup en fait, on faisait le tour avec elle de tous les commerces autour de l'école. Genre les kebabs, les coiffeurs, tout. Et on leur vendait des pages de pub, genre à 50 balles, tu vois, dans le magazine, en créant des espèces de coupons pour que les gens viennent manger et des réductions, tu vois, essayer de faire fonctionner un petit peu le truc. Ça marchait bien? Ils avaient des retours là-dessus? Je pense que c'était plus pour nous faire plaisir, honnêtement. Ouais. C'était vraiment plus pour ça. Mais en tout cas, il y avait cette démarche, tu vois, et il y avait ce fait de travailler en équipe, de se bouger, d'essayer d'avoir de l'argent pour voir combien de magazines on pouvait imprimer et tout ça. Et donc mon pote Axel, il s'occupait de tout ce qui était un peu plus administratif. Donc on s'était créé une asso pour pouvoir récupérer des chèques, et tout ce qui était impression, tu vois, trouver un imprimeur et tout. Et moi je m'occupais de créer le magazine, donc d'écrire, de trouver des idées d'articles, de trouver des gens qui pouvaient écrire de temps en temps dedans. Et tout ce qui était maquette aussi. Et on a sorti, je crois, 4 numéros comme ça. 3-4 numéros. Ce qui est déjà un énorme boulot. Ouais, clairement. À 3, je pense que ça doit être quelque chose quand même. Ouais, clairement. Bon, c'était des petits... Je crois que ça faisait 32 pages, tu vois, un truc comme ça. C'est vraiment pas grand-chose, et bon, c'était vite lu quand même. Mais en tout cas, l'exercice était mortel, quoi. Parce qu'il fallait trouver des idées d'articles. On avait un angle un peu particulier, tu vois, un peu irrévérencieux, un peu genre... Je pense que si je le relis maintenant, j'aurais envie de me mettre des claques. Mais en tout cas, on essayait de faire un truc décalé, tu vois. C'était un magazine, on appelait ça un magazine de société, et on traitait des sujets de société, mais sous un angle un peu différent. Il s'avère qu'avant, en plus, je sortais d'un stage... Enfin non, c'est pendant qu'on le faisait, je sais plus quand c'était. J'avais fait un stage chez Vice, qui est un média qui a maintenant une chaîne télé et tout, et ils avaient un site internet. C'est un média américain qui a des sites internet en France, un peu partout. Et c'est pour ça que tu as pu faire des articles un peu insolites, comme tu m'avais parlé du concours du bruit de cochon, je crois, c'est ça? Ouais, on avait interviewé le champion du monde de cris de cochon. En fait, tous les trucs un peu de merde comme ça, enfin de merde, je dis de merde gentiment, hein. C'est tous les trucs en tout cas qui intéressaient personne normalement, mais qui étaient tellement décalés, on le traitait à fond et en mode premier degré, tu vois. Et du coup, on se retrouvait avec des gens qui
vivaient ça aussi en mode second degré, mais qui étaient très contents qu'on s'intéresse à eux sérieusement, tu vois. Donc on avait interviewé le champion du monde, et il s'avère que j'ai vu genre 2-3, peut-être plus, 3-4 ans après, que des trucs comme Brut ou Combini étaient allés l'interviewer, ouais. Clairement, ouais, je me souviens quand tu m'en as parlé, je me suis dit, mais j'ai vu des sujets de grosses chaînes là-dessus, Ouais. qui étaient vraiment très mainstream pour le coup. C'est devenu des sujets cool en fait, c'est ça qui est Ouais. Ouais, bah je pense pas qu'on ait eu un grand rôle là-dedans. Tu ne sais pas. Ouais, peut-être qu'ils lisaient Melter, c'était le nom du magazine. Ouais. On avait couvert aussi une course de voitures à pédales. Donc les mecs étaient pareil déguisés de ouf et ils faisaient cette course dans les rues d'une ville en banlieue parisienne. Concept que Red Bull a repris là, tu sais, voilà. C'est exactement ça en fait. C'est ça, pareil, comme les caisses à savon Red Bull, ouais. Même délire. Sauf que là c'était sur du plat. Ouais. Et ils étaient en mode course, quoi, tu vois, genre à bloc, à pédaler comme des oufs et tout. Et pareil, je crois qu'on était le seul média à aller voir ces trucs-là, tu vois. Donc non, c'était vraiment cool, super expérience, et surtout, ça m'a donné le goût de... Ça a renforcé mon goût pour l'écriture, et sur le fait de créer quelque chose qui, après, est lu par d'autres gens. Je trouvais ça vraiment trop cool, et le moment où on recevait les magazines chez nous... tu vois, de voir ton travail qui sort vraiment T'as du concret, du physique, ouais. Exactement, ouais. Et ça, c'était vraiment top, et ça m'a conforté dans l'idée dans mon envie de travailler dans les médias et pour un magazine. Ouais. Et à ce moment-là, tu fais un stage aussi chez Moto et Motard, c'est dans la jonction, c'est ça? Ouais, en fait, c'était un petit peu en même temps. Je me rappelle plus bien comment ça s'est goupillé. Je crois me souvenir que tu m'avais dit que tu continuais à leur envoyer ton magazine, donc il devait y avoir, devais déjà avoir un lien avec eux. Ouais. Peut-être que... je crois que j'avais déjà fait un stage chez Moto et Motard avant de sortir le magazine. Et c'est pour ça que, du coup, j'avais vu un petit peu quel logiciel ils utilisaient, tu vois, pour la maquette, pour tous ces trucs-là. Et en fait, Moto et Motard, ce qui s'est passé, c'est que je lisais le magazine quand j'ai... Moto et Motard, donc c'est un magazine de moto qui existe depuis 99. Tu le connais bien maintenant. Ouais. Oui, quand même, ouais. Oui, vu que j'ai travaillé 4 ans chez eux, donc ouais. Et en fait, c'est arrivé un petit peu comme un pavé dans la mare dans la presse moto, parce qu'ils essayaient les motos de façon décalée. C'était des passionnés de moto, à la base, qui ont fait un magazine. C'était pas des journalistes à proprement parler. Ils sont devenus journalistes petit à petit. Mais à la base, c'était juste des mecs qui kiffaient la moto, qui adoraient rouler de façon un petit peu décalée aussi, en faisant des roues arrière, en posant le genou et tout. Sauf qu'ils ne trouvaient pas de magazine qui offrait ça. Et du coup, le créateur Max s'est dit, en fait, je veux voir ce magazine, je veux lire ce magazine. Et il s'avère même que lui, c'était une machine à idées, il faisait aussi des vidéos de ça. Et en fait, il trouvait nulle part où vendre ses vidéos. Donc il s'est dit, je vais faire un magazine pour vendre mes vidéos. Donc c'était vraiment genre, ça partait d'une envie de partage, de tout ça. Et du coup, ça a donné un résultat très, très décalé. Hein. Les gens ont adoré, d'autres ont complètement détesté. Parce que c'était assez trash. En tout cas, par rapport à ce qui existait. Maintenant, si tu le vois, c'est juste un magazine normal. Et c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant, c'est devenu classique. Bah ouais. Tu vois, moi, j'ai ce rapport-là, en fait, je l'avais compris quand tu m'en avais parlé, mais quand je m'intéressais à Moto et Motard, quand je le regardais, quand j'ai pu voir les vidéos aussi, j'avais pas cette sensation-là parce qu'en fait, j'ai toujours connu ça. Tu vois, 99, j'avais 5 ans, donc oui. En fait, j'ai pas connu le avant. Ouais, mais, clairement. On y reviendra en plus parce que du coup, Eyesight, c'est un peu la nouvelle version décalée de... Enfin, moi, je vois ça comme ça, si tu veux. Oui, il y a eu une inspiration, clairement, vu que c'était la même équipe. Donc, en tout cas, voilà. Du coup, je les connaissais un petit peu. Parce qu'ils sont du sud de la France aussi. Ils sont du 06. Et parfois, mon père leur prêtait des motos pour leurs essais. Donc, je les avais croisés une fois ou deux. Ils avaient fait une ou deux interviews aussi de moi quand je faisais de la compétition. Je pense que c'était plus pour être sympa avec mon père que vraiment pour mon niveau. Mais en tout cas, il y avait déjà un lien qui était établi avec eux. Et du coup, quand j'ai décidé que j'avais envie d'être journaliste, je me suis dit, ce sera peut-être plus simple de faire un stage chez eux, vu qu'ils me connaissent déjà, ils me feront faire sûrement plus de choses. Et du coup, j'avais postulé pour un stage, ils m'avaient pris. Donc là, ça c'est le premier stage. Ouais.
Et donc, on est en 2009, 2010. En vrai, c'est mon deuxième stage chez eux. Deuxième stage. Donc là, on est en 2011. On est en 2012, ouais. 2012. Et c'est à ce moment-là aussi où tu as lancé ton initiative perso. Il y a le Gorafi qui sort. Oui. C'est en parallèle, c'est ça? Ouais, ça, c'était encore après. Ah, c'est encore après, En ok. fait, alors attends, juste pour éclaircir ça, je disais deuxième stage parce que j'avais fait un stage de 6e chez eux, d'une semaine. D'accord, ok. Donc, Ok. en fait, mon surnom, c'est le stagiaire à vie parce que effectivement, j'ai fait 3 stages chez eux. Et donc oui, je fais mon deuxième stage là-bas où ils me laissent écrire vraiment des articles, pas essayer de moto, mais écrire des articles. Et du coup, bah ouais, là ça y est, je prends vraiment goût au truc et je trouve ça mortel. Je reviens donc à Paris pour finir mes études. Il y avait ce magazine et à côté, je me suis du coup à nouveau un petit peu intéressé à la moto en retournant chez Moto et Motard. Parce que c'était un truc que j'avais complètement mis de côté pendant mes années de prépa, au début de l'école de commerce et tout. Mais en fait, au fond de moi, je continuais à regarder un petit peu les résultats, à regarder quelques courses. Où je me suis dit, bon, tu sais quoi, en fait, t'as pas fait le tour du sujet parce que sinon, bah, tu serais passé à autre chose. Et je me suis dit, bah, vas-y, remets le nez dedans, essaie d'aller au bout du sujet moto. Et au moins, après, c'est bon, tu pourras clôturer et faire autre chose, avoir une vraie vie, en fait, avec un vrai métier, avec tout ça. Malheureusement, c'est toujours pas arrivé. mais du coup, oui, je fais ce stage, je retourne à Paris, je travaillais de temps en temps dans une une agence de relations presse. Parce que je m'étais dit, si je veux être journaliste moto, c'est peut-être cool de voir aussi le métier de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des marques. Une agence de relations presse dans la moto, en tout cas, c'est une agence qui achète des espaces dans les médias, des espaces de pub, et qui s'occupe aussi d'envoyer du matériel aux journalistes pour qu'ils puissent porter les produits, les essayer, tout ça. Donc je m'étais dit, bah ça pourrait être cohérent, tu vois, de voir un petit peu comment ça se passe, et surtout avec ma formation en marketing, en management et tout ça, j'avais quand même un cursus qui m'amenait plutôt à travailler de ce côté-là que du côté journaliste. Mais j'écrivais pas mal de communiqués, j'écrivais pas mal de trucs, mais j'aimais vraiment pas ça, parce que bah y a rien de plus chiant que écrire un communiqué de presse. Et du coup, le soir, j'avais besoin d'écrire des trucs un peu pour moi, tu vois, de me libérer et tout. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a le Gorafi qui sort, et je trouve ça genre trop drôle. Je découvre en fait cette espèce de satire, ces espèces de faux articles du coup, mais que les gens pensent être vrais, et donc forcément, bah t'as cette confusion entre ceux qui comprennent que c'est du second degré, ceux qui le prennent premier degré et qui s'insurgent. Enfin... Voilà, c'est exactement ça. Et bah comme je pense tous les gens qui ont aimé ce média-là, bah du coup t'es très friand des gens qui s'insurgent. Et je me dis putain, mais c'est ouf, y a pas ça dans la moto, tu vois. Et donc je propose à l'équipe de Moto et Motard de le faire. Et ils me disent bah bof, en fait on a peur que ça crée une confusion quand même avec ce qu'on fait, on n'est pas les mieux placés pour tu peux pas être un média normal et être un média second degré en même temps, tu vois. Donc oui, effectivement, ils avaient plutôt raison. Et je me dis bah c'est pas grave, peut-être moi je peux le faire. Et du coup je crée un WordPress et je commence à mettre des articles en ligne, tu vois. Le WordPress, en fait, si vous voulez, c'est un CMS, c'est comment créer un site facilement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un site qui te permet de créer un site, en fait. Et du coup, je crée un site qui s'appelle Moto Désinfo, mais tout aligné. Donc, on ne sait pas si c'est des infos liées à la moto ou si c'est de la désinformation moto. Malin. Avec un petit logo, genre un peu pérave, mais j'avais la chance que dans la moto, il y a pas beaucoup. Enfin, il y a des très bons graphistes, mais pas partout. Donc, du coup, bah, les logos sont pas toujours. Enfin, sont assez simples à reproduire. En tout cas, tu peux très vite faire semblant que c'est un site de moto. Et je commence à mettre des articles en ligne. Et genre, ça me fait assez marrer. Je lance genre une page Facebook et tout, machin. J'essaie de le diffuser le plus possible. Et le truc commence à prendre un petit peu. Tu vois, genre gentiment, je commence à voir qu'il y a des visites sur le site et tout. Jusqu'au jour où, quand je suis en train de bosser dans cette agence de presse, il y a des journalistes qui passent, des journalistes de moto qui passent. Et il y en a quelques-uns qui parlent de ce site-là, genre de Moto Désinfo, en disant putain, un truc de ouf et tout, je suis tombé sur ça, c'est trop drôle, on sait pas qui c'est, machin. Et du coup, je dis rien, tu vois, parce que je savais que à la fois c'est quand même un contenu assez énervant pour les gens qui y croient
et qui se rendent compte que ah bah non en fait c'est pour se foutre de leur gueule au final. Est-ce que tu peux donner des exemples parce que tu m'en as donné qui sont quand même vachement drôles. Je crois que l'article qui avait le mieux marché, c'était un article sur les bandes de peur. C'était le titre, c'était les gendarmes verbaliseront les bandes de peur de plus de 5 cm. En fait, la bande de peur, c'est une partie sur le pneu, sur le côté du pneu, qui n'est pas usée quand on ne penche pas assez la moto. Donc en fait, les motards qui roulent doucement ont des grandes bandes de peur, et ceux qui roulent vite et qui vont donc au bout du pneu n'ont pas de bande de peur. Je peux vous assurer que ma bande de peur tout à l'heure était très importante. Oui, bon, après t'avais des pneus, je peux te le dire maintenant, mais ils datent je crois de 2005 ou un truc comme ça. Ah bah ça va. Donc oui, c'était vraiment pas de ta faute si la moto glissait au freinage et tout ça. Mais du coup, oui, en gros, c'était de dire que les gendarmes verbaliseront les gens qui roulent pas assez vite. Tu vois, c'était une façon de le tourner comme ça. Et l'article, genre, marche de ouf. Enfin, de ouf. Pour moi, c'était genre énorme. Dans une journée, j'avais fait 100 000 visiteurs uniques. C'est énorme, bah oui, c'est énorme. Donc ouais, et puis pour l'époque et tout, c'était ouf. En partant de rien, c'était assez dingue. Et du coup, en fait, je kiffais vraiment faire ce site, quoi. J'ai mis, je sais pas combien d'articles j'ai dû faire. J'ai dû en faire genre une 40aine. Malheureusement, j'ai oublié de renouveler le nom de domaine, donc c'est vrai tout est perdu. C'est une blague, ça Ouais. tu m'avais pas dit par contre. Ouais, bah ouais, je m'en suis plus occupé quand je suis rentré chez Moto et Motard, j'avais du boulot, je regardais pas les relances, et du coup, tout qui a disparu. Ah l'enfer. Je dois encore avoir les articles, tu vois, sur un cloud, quelque part comme ça. Mais bon, après, je m'en fous, tu vois, parce que c'était un truc Oui, comme bien sûr, mais bon, c'est... Ah, ça aurait été rigolo quand même de les relire, tu vois. Oui, bah oui. Mais après, en vrai, puis surtout, à partir du moment où j'ai commencé à être professionnel dans la moto, j'avais pas trop envie que cette image me colle à la peau. Et pour être honnête, je crois que j'ai jamais dit à mes confrères journalistes ou quoi que c'était moi qui l'avais fait. Tu veux dire qu'il y en a certains qui vont l'apprendre en écoutant ce podcast ? Si jamais ils écoutent, oui, il y en a beaucoup qui vont l'apprendre. En tout cas, les gens de Moto et Motard étaient au courant. Ouais, bien sûr. Parce que ils savaient ce que je faisais, ils regardaient, et ça les faisait marrer et tout. Mais après les autres, non, je pense pas qu'ils étaient au courant. Donc je m'excuse si certains articles si vous avez pu croire à certains articles, ou si vous avez juste pensé que c'était un petit con qui était derrière tout ça. Vous aviez pas tort en fait. Et comment se passe la transition ? Parce qu'on va arriver gentiment sur iSide. Ouais. Donc tu parles de cette période où tu es donc chez Moto et Motard. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe là ? Parce que tu parlais du format presse et du format vidéo. Oui. Je crois qu'il y a une anecdote justement par rapport à ça. En fait, moi j'ai commencé mon stage de fin d'études dans cette agence de relations presse, et c'est le moment où Moto et Motard lançaient iSide. Et ils avaient besoin du coup d'un coup de main là-dessus, tu vois, d'un stagiaire pour faire un peu les trucs de merde. Et du coup, ils m'ont appelé. J'avais gardé contact en fait avec Bader et François notamment. Quand je descendais dans le sud, on se voyait quasi systématiquement. Puis on se parlait, on échangeait. On était quand même un petit peu passionnés par les médias et par tout ce qui se passait et comment tout le monde essayait de s'adapter à l'outil internet et tout ça. Tu vois, on en parlait déjà beaucoup. Et du coup, quand Bader me propose ça, je me dis ouais, carrément, c'est cool. D'où vient l'idée d'iSide ? Tu m'avais pas raconté, mais je te dis peut-être une bêtise. Hein. Mais j'avais cru comprendre que le format vidéo sur Moto et Motard allait disparaître. Il y avait une personne dont le poste allait disparaître. Oui, c'est exact. Ouais. Ça, c'était du coup avant que j'arrive. Mais Moto et Motard faisait déjà des vidéos qui étaient pas assez rentables. Il y avait une personne qui était salariée pour faire ces vidéos, Seb, qui s'occupait de tout, donc qui tournait, qui montait, qui les diffusait, tout. C'était vraiment énormément de travail. Travail de titan. Ouais, c'est vraiment beaucoup de taf. Et malheureusement, ils n'arrivaient pas à en produire assez pour que ce soit rentable. Donc son poste était un petit peu en danger. Et ce qu'a proposé Bader, c'est d'en faire davantage en fait. Plutôt que de le licencier ou quoi, c'est de dire ok, en fait ça marche pas, allons plus loin. Et c'est souvent comme ça qu'il réfléchit. Et bon, l'histoire lui a plutôt donné raison. Et il s'est dit ok, on essaie de faire une vraie émission de moto, pas juste des vidéos diffusées avec un petit plateau comme ça et des reportages. Là, on fait un vrai plateau avec des vrais animateurs. Et on change le ton des essais et tout ça. Plus en complément de la presse, mais plus vraiment une unité à part entière. Quoi. Exactement. Exactement, avec des essais qui sont pas liés au magazine, un contenu à part.
Et surtout, cette ambition quand même, au fond, pas de révolutionner, mais d'étendre le cercle moto. De donner l'envie à des gens. Démocratiser, ouais, pour eux. Exactement. Pas forcément en parlant de moto de façon différente, mais en rendant le format plus agréable à regarder, tu vois, plus divertissant. Et en fait, il y avait cette réflexion-là derrière le projet. Et c'était la seule fois où, dans un projet moto, média, je voyais en tout cas cette dimension de pourquoi on le fait. Tu vois, du sens donné au projet. Et c'est ça, en fait, qui m'a séduit direct, où je me suis dit, en fait, là, ces mecs, ils savent où ils veulent aller. Et il y a une raison pour laquelle ils font des roues arrière déguisées, en fait. Contrairement, justement, si on fait le parallèle avec ta période où tu aurais potentiellement pu être pro, mais t'as pas vu le chemin, ouais. Là, tu voyais le chemin, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. Exactement, ouais. Exactement, et surtout, c'était des mecs qui se posaient des questions, quoi. Et ça m'a de suite séduit, quoi. Et du coup, j'ai commencé mon stage chez eux. Je suis rentré dans le sud. Je suis redescendu de Paris et j'avais pas spécialement envie de rentrer dans le sud. Mais bon, là, c'était l'occasion. Moi, ça me rapprochait un petit peu de ma famille et c'était aussi le moment pour le faire. Et du coup, je commence en tant que stagiaire vraiment là-bas. Et chez iSide, en tout cas. iSide, il y avait, je crois, pas assez de budget pour me payer. C'est pour ça que j'ai bossé sur Moto et Motard aussi. Et du coup, j'ai fait les deux pendant 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans. Ce qui devait pas être facile. Ouais, mais ce qui était quand même faisable au final. Ouais. Bien sûr, ça me faisait des grosses journées et mais tu sais, au final, Moto et Motard se faisait sans moi. Donc le fait que j'arrive, c'était pour remplacer un petit peu, aider à créer du contenu que les gens qui bossaient sur iSide ne pouvaient plus faire. Mais si tu veux, voilà, c'était un peu pour éponger à droite à gauche, quoi. Donc honnêtement, ça se faisait. Et surtout, ce qui était cool, c'est que j'ai pu apprendre les deux de front, tu vois, à la fois le magazine et la vidéo. Et ça a été vraiment une super expérience chez Moto et Motard et chez iSide, en fait. Des deux côtés, ça m'a apporté énormément de trucs. Chez iSide, il s'est avéré que 1 an après avoir commencé le stage, j'ai pu faire mon premier reportage seul. Donc passer du statut stagiaire où tu fais un peu tout ce que les tâches plus ou moins ingrates. Ouais, clairement, c'était, tu sais, la régie sur les tournages, donc aller chercher les cafés. Le vrai cliché, quoi. Ah, mais de ouf. Oui, de ouf. Aller chercher les motos, tu vois, qui vont essayer. Qu'est-ce que je faisais d'autre aussi, truc un peu ingrat. Quand il y avait les plateaux, tu sais, parce que iSide, dès le début, il y a eu des plateaux avec du public. Et ça aussi, peut-être on peut l'expliquer, c'est que tout de suite, il y avait l'ambition de le vendre en télé, en fait. Oui, dès le premier épisode. Le premier épisode a atterri, je crois, 2 jours après sa mise en ligne, dans la boîte mail d'un mec d'une chaîne télé, en lui disant, voilà, on fait ça, est-ce que ça vous intéresse ? Donc oui, il y avait clairement cette ambition-là, et du coup, ça reprenait aussi des codes de télé, dont un plateau avec du public. Et du coup, quand le public venait, je m'occupais déjà de gérer le public, donc les droits à l'image, les trucs comme ça, le vestiaire, enfin, tous les trucs vraiment... Tu devais te régaler. En vrai, j'étais trop content. Parce que tu croyais au projet et tu voyais le sens. C'est ça. C'est ça, et il y avait une super bonne ambiance de travail. On était peu nombreux quand même pour gérer ça, donc on était dans le jus, on faisait... C'était quoi ? C'était une dizaine de personnes pour un plateau ? Un peu plus peut-être ? Ah, c'était peut-être pas beaucoup plus, honnêtement. Ce qui est vraiment ridicule par rapport à un plateau. Ouais, oui, parce qu'il y a quand même 3-4 caméras, un ingé son, une grue, l'éclairage, tu vois... des animations avec les lumières et tout, donc c'était du matos de grand avec des petits budgets, quoi. Ouais, c'était exactement ça. Et ça a été fait surtout avec des trucs un peu récupérés à droite à gauche, tu vois. La captation, l'image, c'était fait avec Thierry, qui était qui fait toujours d'ailleurs des webinars avec des docteurs. Donc c'est des espèces de plateaux diffusés sur le web avec des pharmaciens qui viennent parler de trucs incompréhensibles. Et du coup, on allait le chercher pour le ramener dans un hangar de l'aéroport du Castellet pour tourner une émission de moto.
Lionel qui s'occupait de toutes les lumières, tout ça, lui en fait il est régisseur à Marineland. Donc, ça c'est un parc aquatique donc qui est assez connu en région. Oui, malheureusement connu, ouais. Pour des mauvaises raisons d'ailleurs, hein, malheureusement. Clairement. Et du coup, lui, normalement, il éclaire des orques et des baleines, et là, il venait éclairer des mecs qui parlaient de moto. Et ça a été fait tout comme ça, en fait. Mais avec l'envie quand même de bien faire. Avec des journalistes aussi qui, normalement, écrivaient derrière un ordinateur et qui se retrouvaient là, devant des caméras, à devoir sortir un texte. Donc, pour eux aussi, c'était... Tout le monde apprenait, en fait, quoi. Ah oui, clairement. Et ça se voit. Ça se voit quand tu vois les premiers épisodes. Oui, c'était pas génial, mais en tout cas, il y avait cette envie. Et la chance qu'on a eue, c'est que personne l'avait fait avant. Et du coup, ça a été super bien reçu, parce que les motards ont dit « Putain, c'est mortel ce que vous faites. Ok, c'est pas parfait, mais merci de le faire quand même. » T'avais une bienveillance, quoi. Ah bah oui, de ouf. Et honnêtement, c'est dommage, je me rappelle plus des vues, mais il y a eu... En fait, on avait développé notre propre lecteur vidéo pour pouvoir mettre l'émission dessus avec des spots de pub au milieu qu'on gérait nous-mêmes. Donc tu vois, il y a eu vraiment genre du boulot derrière l'émission et les gens se rendent pas compte, et c'est Bader qui a fait la plupart des choses, tu vois. C'est lui qui a développé, c'est pas lui qui a codé, tu vois, mais c'est lui qui s'est occupé de développer le site pour justement avoir ce lecteur qui a été développé rien que pour iSide, en fait, qui existait nulle part ailleurs. Donc ouais, il y a eu quand même beaucoup de travail pour essayer de faire les choses le mieux possible. Mais en vrai, en fait, quand tu y repenses, tu dis oui, on aurait eu du mal à faire beaucoup mieux étant donné l'ambition. Étant donné l'ambition par rapport à nos compétences, en tout cas. Compétences, c'est encore une fois budget, parce que mine de rien, ça rentre vachement compte quand tu parles de télé, parce que vous avez réussi à vendre finalement à RMC Découverte. Oui, alors pas au tout début. D'abord, on a vendu à l'équipe TV. On a fait une saison sur Internet, et ensuite on leur a fait une saison avec des émissions plus courtes. C'était des 26 minutes. Mais en tout cas, c'était pas le même plateau, il y avait un peu plus de moyens. Mais on arrivait, oui, à leur faire une émission télé en étant partie du web et en connaissant strictement rien à tout ça, ouais. Après, effectivement, c'est avec RMC Découverte que ça s'est vraiment professionnalisé. Ça a explosé un petit peu aussi. Oui. Et que la qualité est montée vraiment d'un cran. Parce que ce qui se passe en fait avec l'équipe, c'est que ils ne produisent pas l'émission. D'accord. Ils nous l'achètent une fois produite. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'en fait, quand une chaîne achète un programme, elle a une grille tarifaire. Et elle dit, nous, on achète 1 heure de programme à tel tarif. Si vous nous livrez 26 minutes, on vous l'achète à tant. Et ce sera pas 1 euro de plus. Donc c'est à toi de te débrouiller pour essayer de rentrer de l'argent à côté pour produire, et espérer que le fait de vendre te permette d'arriver à un petit bénéfice ou au moins à zéro. Par contre, quand on a débarqué sur RMC Découverte produisait. Donc nous donnait un budget pour créer l'émission comme on leur avait vendu dans le devis. Donc tu l'as avant et tu peux t'adapter et faire tes choix en fonction. Oui, alors tu as 25% avant, 25% pendant, 25% je crois à la livraison et 25% à la fin de la diffusion, un truc comme ça. Donc t'as pas tout, mais t'as quand même largement assez pour tourner et produire. Est-ce que vous a pas empêché d'ailleurs de faire des super audiences ? Écoute, oui, la première année sur RMC Découverte, c'était vraiment top, ouais. C'était vraiment top. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'on avait fait 700 000, en tout cas. Je crois que j'avais regardé, et je crois que c'était la deuxième émission après Top Gear, si je dis pas de bêtises sur RMC. Ouais. Au moins sur certains épisodes. Ouais. Peut-être pas tous, je sais pas les détails. Surtout en télé, il y a une comptabilisation qui est un peu chelou pour moi. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, il y a un lissage en fait sur toute la durée de visionnage, c'est ça ? Ouais, et puis surtout, c'est médiamétrie, donc... Ouais, en plus. Ouais, Bref, en tout cas, vous avez fait des super audiences, quoi. Oui, mais qui sont discutables comme le sont toutes les audiences télé, au final, tu vois. Et parce que médiamétrie, il faut savoir que en fait, c'est un boîtier que les gens ont chez eux. Et quand ils regardent la télé, ils prennent une télécommande qui permet de gérer ce boîtier pour dire au boîtier « Je regarde telle chaîne ». Attends, t'es sérieux, c'est ça ? Oui. Je sais même pas ça. Et on est tant de personnes devant la télé à regarder cette chaîne. D'accord, mais il y a combien de mecs ou de mecs ou de nanas qui ont ce boîtier ? J'ai plus les chiffres, mais c'est pas énorme. Et surtout, pour avoir ce boîtier, en fait, jusqu'à longtemps, je pensais que Médiamétrie prenait un échantillon représentatif de la population française.
En l'occurrence, alors j'espère ne pas dire une connerie, mais j'ai appris que en fait, ils envoient une lettre à une adresse au pif en France en disant est-ce que vous voulez un boîtier médiamétrie? Si le mec répond oui, ils envoient et ils disent bon bah on a telle personne dans le. Mais au final, du coup, c'est les audiences des gens qui répondent aux demandes de médiamétrie. D'accord. Et on sait pas combien il y a de boîtiers qui existent en France Si, ça, ils communiquent là-dessus, mais dans tous les cas, c'est pas représentatif de la population, en fait. Donc, bon, je suis pas le mieux placé pour en parler et je suis pas calé sur le truc, mais en tout cas, c'est vraiment très discutable. C'est moins discutable sur des gros programmes qui font énormément d'audience, tu vois, sur des Koh-Lanta ou des trucs comme ça. Mais sur des petits programmes de la TNT et tout, bah, ça fait vraiment une grosse diff. Je crois que, et puis aussi, en fait, les audiences dépendent du nombre de personnes qui regardent avec le boîtier à telle heure. Ouais. Donc, il y a des heures d'audience où un boîtier, des fois, ça peut faire un pic à 50 000 personnes, tu vois. Donc, tu dis, bah oui, en fait, c'est juste le chat qui s'est appuyé sur la télécommande et d'un coup, il y a 50 000 mecs qui regardent. Bon, bref, c'est assez discutable. Mais en tout cas, oui, les audiences étaient pas mal, clairement dans les clous. Et surtout, elles prouvaient un intérêt certain pour la moto. Chose qui, dans l'imaginaire collectif, était impossible en télé. Tu vois, pour les gens, genre, la télé se foutait de la moto parce que ça faisait pas d'audience, parce que tout ça. Là, depuis quelques années, quand même, la moto fait de l'audience. Même là, les Grands Prix sur Canal et tout, ils sont à plus d'1 million de personnes, donc c'est beaucoup d'audience, en fait. Beaucoup de gens aiment la moto et regardent. Parce que c'est spectaculaire aussi. Hein. Oui, si on parle du GP. Hein, mais... Oui, clairement. Et puis là, bon, en l'occurrence, on a 2 Français qui se battent aux avant-postes. Donc, Quartararo, qui vient de se faire opérer, là. Ouais, son problème du syndrome des loges. Mais en tout cas, oui, il y avait cet intérêt pour la moto et on en a profité du coup pendant 3 saisons sur RMC Découverte, où là, ça a été effectivement beaucoup plus professionnel, des plateaux aussi avec beaucoup plus de monde en public, avec on avait un poids lourd en fait qu'on avait acheté, c'est un ancien de Renault F1, il me semble. Dans lequel qui nous servait d'élément de décor en fait pour donner une ambiance un peu course. Donc ça aussi, ça a été un travail de ouf de créer le plateau, de tout ça. C'est Bader qui s'était occupé de tout et qui avait dessiné le plateau, trouvé les gens pour le faire et tout. Donc ça a été vraiment une super expérience et surtout d'avoir une chaîne en prod derrière comme RMC Découverte. Ça nous a obligés à vulgariser la moto. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que n'importe quelle personne qui tombe devant l'émission regarde, même si c'est une ménagère de 50 ans qui n'y connaît strictement rien à la moto. Donc, il a fallu, nous, en tant que journalistes, repenser la façon dont on écrivait les sujets, ce qu'on disait des motos, expliquer tous les termes techniques, tous ces trucs-là. Et ça a été super formateur au final. Les gens pensent beaucoup que la télé, qu'RMC Découverte nous a bridés. En fait, pas tant que ça. Bien sûr, oui, il faut dire moins de gros mots quand t'es en télé, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que ça nous a aussi beaucoup appris, parce que ça nous a fait prendre énormément de recul sur ce qu'on faisait. RMC, les seules fois où ils ont été pénibles, on va dire, c'est... et pénible, je pèse mes mots, hein, mais... c'était dès qu'ils comprenaient pas, en fait. Dès qu'on parlait d'un truc trop technique. Donc nous, ça nous énervait parce qu'on avait l'impression d'expliquer à des enfants. Mais en fait, c'est ça qui fait la réussite du programme. C'est justement d'être très clair et de faire en sorte que tout le monde comprenne. Sans frustrer pour autant les passionnés qui ont forcément un peu plus de connaissances et qui veulent un programme plus pointu. Donc cet arbitrage entre les deux a été assez difficile. Mais au final, je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, je pense que c'est ce qui fait la force d'Highside aujourd'hui. J'en suis persuadé aussi, et tu vois, ça me fait le parallèle par rapport à une émission que tu connais sûrement, François Alain, sur RMC Découverte aussi, avec Vintage Mécanique. Ouais. C'est exactement ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, parce que j'ai déjà enregistré un épisode avec lui,
qui connaît la voiture de collection de manière très très pointue. Ouais. Pour autant, pour l'émission, il doit prendre cette position de non sachant, tu vois, pour justement amener ce côté on démocratise, on vulgarise, quoi. Ouais, et ce qui est très dur, c'est de pas non plus se mettre dans la posture du journaliste qui connaît pas, en fait, et qui rentre pas dans le détail parce qu'il ne connaît pas. Et c'est plus ça qu'on vit un petit peu mal parfois. C'est les gens qui nous prennent pour des cons, juste parce que, bah oui, on n'est pas rentré dans le détail, parce que, en fait, ce détail-là, il intéresse que toi, en fait, que toi qui es en train de nous insulter. Donc, genre, dézoome un peu et donc, oui, on était parfois un petit peu frustrés, on l'est quand même beaucoup moins parce qu'on arrive maintenant, je pense, à mieux sentir quand est-ce qu'on est trop technique, quand est-ce qu'on l'est pas assez. C'est marrant parce qu'il m'a dit exactement la même chose, tu vois, il m'a dit, il avait pris l'exemple d'un fameux boulon, tu vois, ce boulon imaginaire que le spécialiste sait que c'est un boulon de 14, mais tout le monde s'en fout, en fait, que ce soit un boulon de 14 ou un boulon de 12. Tout ce qu'on veut voir, c'est l'évolution générale. C'est pareil pour une moto, t'as envie de comprendre, pour quelqu'un de lambda, en tout cas, que ce soit divertissant et comprendre dans le global, mais le détail n'a pas de sens. Ou alors, il faut que ce soit un élément assez caractérisant sur la moto pour que ce soit intéressant de l'expliquer et de prendre le temps d'expliquer. Et c'est surtout ça, en fait, qu'on a appris avec iSight. C'est pas vulgariser à tout va, c'est plutôt vulgariser dans le sens où on vous explique pourquoi ce point technique a du sens et pourquoi vous devez le connaître. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on essaie de garder sur le digital, même si maintenant, bah, forcément, sur le digital, tu parles plus à des gens qui vont chercher du contenu moto. On se dit, c'est quand même cool d'essayer de continuer d'ouvrir le cercle et de faire en sorte que des gens qui s'intéressent pas forcément à la moto puissent regarder ce qu'on fait. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé donc à faire des animations en plateau, donc tu es passé du statut de stagiaire à faire les cafés, à s'occuper du public, à finalement animer ton plateau. Alors, ça n'a pas été plateau tout de suite, ça a été reportage. Une année après, premier essai vraiment d'une moto. Le reportage, en fait, j'étais allé suivre une course, truc de ouf, une course de pilotes handicapés. C'est des mecs qui ont eu des accidents, qui sont en fauteuil roulant et qui maintenant font de la course. C'était en Italie, parce qu'il n'y avait pas de course en France. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Stéphane Paulus, qui a eu un accident de moto, qui a fait des démarches pour remonter sur une moto, qui partait faire cette course. C'était l'un des seuls Français là-bas. Et du coup, il nous avait contactés pour qu'on le suive. Et j'étais parti avec un cadreur. Et je parle de ça à mon père. Et je lui dis, ouais, le mec, c'est Stéphane Paulus. Et genre, je vois son visage qui change. Il me dit, non, mais c'est sérieux? C'est lui? Je fais, bah, ouais, c'est lui. Je le connais pas, tu vois, mais genre, il a l'air cool et tout. Il me dit, non, il est pas cool du tout. Il y a quelques années, mon père avait un pocket bike qui était une réplique de 916, Ducati 916. Ok. Donc, un pocket bike, c'est une moto minuscule. C'est genre, même trop petit pour les enfants, tu vois. Et elle était passée dans des magazines, dont Moto et Motard. Et ce Stéphane Paulus l'avait appelé pour lui acheter la moto. Et donc, il lui avait envoyé un chèque, et mon père lui avait envoyé la moto, et il s'est avéré que le chèque était en bois. C'était genre un chèque volé. Mais non. Ouais. Et genre, mon père me raconte ça, et je pars sur le tournage. Donc, toi, t'es un peu entre deux ambiances, quoi? Entre deux ambiances, mais en me disant, bah, en même temps, cette histoire n'a rien à voir avec ce que je vais faire là. Donc, genre, oublie, mets ça de côté, et puis bon, tu verras bien ce que t'en fais, quoi. Et donc on fait tout le tournage, Steph est mortel dans le sens genre super cool, super sympa et tout. On fait tout le reportage, Steph est super cool, et pendant l'interview qu'on fait, il me dit oui, en plus l'accident au final ça m'a appris beaucoup de choses, je suis pas très fier de ce que j'ai fait dans le passé, il y a des choses, donc j'ai essayé de régler tous les mauvais trucs que j'ai pu faire et tout. Et là tu vois une autoroute? Non, bah, il y a une caméra allumée et tout, donc je vais pas en profiter pour lui dire maintenant, ah bah d'ailleurs. Donc je dis rien. Et c'est après le tournage où je lui fais part de cette anecdote et je lui dis, bah tu sais, mon père, tout ça, machin. Il s'avère en plus que mon père a eu un accident de moto et il est lui aussi en fauteuil. Donc il y avait quand même un truc assez fort, tu vois, entre leurs conditions à tous les deux. Et en fait, ce que Stéphane a fait, c'est qu'il m'a dit, bah tu sais quoi, t'inquiète pas, je vais réparer ça. Et il a
il a retracé ce pocket bike, il a retrouvé le mec à qui lui il avait vendu après, il lui a racheté et il l'a rendu à mon père. Génial. Ouais, c'était ouf. Il a descendu du Nord et il a genre amené, c'était dans les locaux de Moto et Motard pour genre le rendre à mon père et tout. Ton père était présent à ce moment-là? Non, il était pas là. Ah, dommage. Il était pas là, mais c'était genre, enfin c'était trop cool de sa part, tu vois. Clairement. Et je trouvais que ça clôturait bien le personnage et au final, ouais, ça fait quand même une belle anecdote, ouais. Et justement, pour rester dans les anecdotes de tournage, pour le coup, donc si je me souviens bien, c'est ce que tu m'avais dit, tu commences à animer en plateau en 2018-2019. Plateau, c'était la première saison d'Eyeside, ouais, donc 2017, ouais. Et au niveau des anecdotes de tournage, parce que tu sais, il se trouve que quand on a préparé cet épisode, j'avais enregistré avec Bourgeoisie juste avant, qui m'a raconté, tu sais, des road trips un petit peu. Ouais. Tu m'as raconté une anecdote aussi au Cambodge, si je me souviens bien. Ouais. Une anecdote sur une recherche de moto ou de scooter, c'est ça? Ouais, c'est complètement ouf. On est parti, notre premier vrai road trip Eyeside, c'était au Cambodge, donc. Et il faut savoir que sur Eyeside, c'est nous qui écrivons les textes depuis toujours, en fait. Sur la première saison, on avait une personne qui nous les préparait, mais on réécrivait quand même une bonne partie derrière. Et saison 2 et 3, c'était vraiment les animateurs qui écrivaient les textes. Les sujets, en tout cas. C'est-à-dire que on se les répartissait en début d'année, tu vois, on faisait une réunion en disant, bah, moi je trouve que cette moto elle est intéressante, comme une réunion de rédaction en fait, comme on avait toujours fait sur Moto et Motard. Ensuite, on faisait des synopsis qu'on proposait à la chaîne, et ils nous disaient, bah oui, on est plus intéressé par celui-là. Et après, chacun était maître de son sujet, de l'écriture et tout ça. Donc on l'écrivait dans notre coin, et on le retravaillait ensuite avec Bader, qui avait une vision beaucoup plus globale et précise de l'émission. Et donc, en fait, sur tous les tournages, on se retrouvait à réécrire les plateaux. Et c'est pour ça que Eyeside est fatigant. C'est, pour nous, en tout cas, c'est que sur les tournages, jusqu'à minuit, tous les soirs, on est dans une chambre et on réécrit à 3, à 4, on réécrit les sujets, en fait. Parce que il s'est passé des choses dans la journée, parce que au moment de tourner, on se rend compte que les trucs vont pas et tout ça. Et du coup, le Cambodge n'échappe pas à la règle. Et donc, on se retrouve à réécrire complètement le sujet la nuit de notre arrivée. Donc, jet lag de ouf. Et on écrit, je crois, jusqu'à 4h du matin pour un départ de l'hôtel à 7h. Et on réécrit tout en se disant, en fait, on change complètement notre fusil d'épaule et on n'a du coup pas les bons véhicules pour ce qu'on doit faire. Et il faut qu'on trouve les véhicules. Et tu connaissais pas spécialement le Cambodge en plus? Bah non, ouais. On avait en fait un guide qui était là, qui est un ancien pilote de moto qui est maintenant reconverti en guide dans les pays d'Asie, un peu partout dans le monde. Donc lui, il connaissait le Cambodge, il nous avait conseillé les hôtels et tout, parce que mine de rien, on était 12 ou 13, tu vois, quand même, sur ce road trip. Donc c'est pas énorme par rapport à une émission comme Top Gear. Mais pour nous qui gérions la prod en interne, c'était quand même une belle équipe, quoi. Et du coup, en fait, on s'est baladé dans tout Phnom Penh à la recherche on cherchait une Honda Cub. Tu peux décrire ce que c'est que la Honda Cub, parce que c'est assez particulier, mais je mettrai des photos aussi. Hein, en fait, c'est le 2 roues motorisé le plus vendu au monde. Ça, tu vois, je savais même pas. Ouais. Donc c'est une petite mobilette en fait, c'est un croisement entre un scooter et une mobilette, mais avec une boîte de vitesse. Et en fait c'est très prisé dans les pays asiatiques parce que c'est Honda, donc c'est d'une fiabilité incroyable, et c'est tellement prisé qu'on n'a pas réussi à en trouver en fait. C'est-à-dire qu'on a fait tous les loueurs de la ville, et chacun nous disait, ah ouais, il y a peut-être un mec là-bas qui en a, donc il nous amenait en scooter. C'est un bordel dans Phnom Penh, c'est la guerre. Il nous amenait dans un autre loueur, qui nous amenait dans un autre. Et ça, c'était trop bien parce qu'on était, on était avec Bader, qui était pas à l'image, mais qui était en réal. On était avec Dietmar, qui était le chargé de production, enfin, assistant de production, pardon. Et qui était notre pote. Tu vois, en fait, on était tous les 4 avec François, hyper potes, et on se voyait tout le temps à côté des tournages, plus les guides, plus Karine de Moto et Motard qui avait fait le déplacement. Et en fait, c'était genre vraiment les potes qui sont dans une ville à l'autre bout du monde et qui essaient de trouver des motos pour faire leur émission. Donc c'était super souvenir, tu vois, de galérer là-dedans, dans la chaleur, dans tout ça.
Et au final, on les a pas trouvés. Donc, on n'a pas trouvé ces Honda Cup parce que les gens se les repassent de génération en génération. C'est intouchable là-bas. Parce que tu peux toujours te débrouiller pour les réparer. C'est le Graal, quoi, pour eux, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est le véhicule ultime. Donc, à la place, on a trouvé l'équivalent chez Suzuki et chez... Je crois que c'était Yamaha. En tout cas, des équivalents. C'était Suzuki Viba et Yamaha quelque chose. Bref. Mais ces trucs-là, on les trouve en fait pas chez des loueurs, mais chez des conducteurs de tuk-tuk. Enfin, c'est pas des tuk-tuk. C'est des professionnels, quoi, du coup, en fait, qui transportaient les gens. C'est ça. Et en fait, il y en avait un en bas de l'hôtel qui avait les deux. Et du coup, on lui a loué directement à lui, genre payé au black, et on lui a dit, bah, on te les prend, on te les ramène dans 4 jours. Et il a dit ok. Bon, bah, vu combien il nous a pris, mec, je vois que il a remboursé les deux. Ah bah oui, t'inquiète pas, là, il vit toujours là-dessus, à mon avis. Il nous a pris une fortune. Enfin, déjà, pour une location en France, c'était cher. Ah oui, d'accord. Oui, donc oui, la transition doit être violente. Oui. Ouais. Mais bon, à la fin, on s'est dit, bah oui, mais attends, on lui prend son outil de travail pendant 4 jours. Je sais pas combien il gagne, mais on lui prend quand même. Et si jamais on lui casse, si jamais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc voilà, on voulait pas non plus mettre quelqu'un qui avait rien demandé dans la merde. Donc on lui a pris ces trucs pendant 4 jours. Au début, on est parti avec les remorques de l'hôtel pour aller sur le seul circuit de kart du Cambodge, où j'ai fait des chronos avec ça. Donc ça, c'est genre délire, mais t'es à l'autre bout du monde, décalage horaire de l'espace, et tu dois faire des chronos sur un circuit dégueulasse avec... là-bas, en fait, on savait qu'il fallait pas se faire mal, parce que si jamais on avait un problème, on avait une ligne directe d'un hélico qui venait nous chercher. Et ça coûtait plusieurs milliers de dollars, tu vois. Parce que il faut faire vraiment très gaffe aux hôpitaux dans lesquels ils t'amènent et tout ça, tu vois. Donc il y avait quand même un petit peu de stress. Et on a fait un road trip de, je crois, 150 bornes avec, où on a filmé tout le road trip dans un sens, et après on est rentré avec les véhicules dans l'autre sens sans filmer, juste pour les ramener à la capitale. Et le retour, en fait, on a fini tourné, je crois, sur les coups de midi, 13h. On a mangé dans un resto. Et après, on a dit, il faut vite qu'on rentre en ville pour rendre les trucs. Et on est parti, du coup, à 3 avec François et Karine, donc la boss de Moto et Motard, qui nous a accompagnés, elle, avec une vraie moto. Et donc, on traverse le Cambodge comme ça, quoi, genre... Et là, c'était un kiff incroyable parce que t'as tout le stress du tournage qui retombe. Et t'es juste sur une moto à l'autre bout du monde pour ton taf, quoi. Génial. Avec plus rien à faire que d'aller d'un point A à un point B avec des gens que t'apprécies. Donc c'était unique. Surtout que quand on est arrivé à l'hôtel, en fait, le chauffeur du tuk-tuk nous attendait devant avec tous ses potes et ils nous ont accueillis, mec, mais comme si on avait gagné un grand prix. Ils avaient acheté des bières et tout, genre ils criaient partout, ils nous applaudissaient, machin. Et du coup, on a bu des bières avec eux en attendant que le reste de l'équipe arrive. Et ça, ouais, c'était vraiment un moment, mais ça restera gravé, en fait. Tu vois, cette scène dans la rue où t'as ce mec que t'as rencontré il y a 4 jours qui te voit revenir avec son véhicule et qui est genre trop content. Et il est content parce que il retrouve ses 2 outils de travail. Ouais. Et en plus, il s'est fait un peu d'oseille aussi. Et juste parce que la rencontre, quoi. Ouais, voilà, juste parce que c'est des gens mortels, en fait, les Cambodgiens. Tous ont été genre hyper agréables et sympas avec nous. Et là, en fait, tu l'expériences d'une façon particulière parce qu'il y a eu quand même une relation un petit peu de travail, tu vois, qui est privilégiée par rapport à un voyage que tu aurais fait juste en tant que touriste, quoi. Donc ouais, c'est ça, en fait, qui est assez unique dans ce travail, dans la chance qu'on a de voyager, c'est qu'on voyage toujours avec un objectif. Et c'est très différent du coup des voyages perso que tu peux faire où c'est juste pour te détendre ou découvrir des trucs. Là, il y a toujours genre l'envie de revenir avec une vidéo, de vivre des trucs uniques. Et c'est vrai que c'est clairement une chance. Ouais. Maintenant, associé chez iSide, tu es plus le stagiaire à vie, c'est terminé tout ça? J'ai toujours l'appellation. Ouais, tu l'as toujours, mais t'as plus que l'appellation, quoi. Ouais, depuis, je crois que c'était pendant un confinement. Tu m'as pas dit janvier? Je crois que tu m'avais dit janvier alors. Ouais, c'est ça. J'ai un vrai problème de date. Ouais, moi aussi, hein, tu sais, c'est juste parce que je l'ai noté, c'est tout. Je devrais faire pareil avec les grands événements de ma vie. Parce que, effectivement, être associé du coup à Flatcat, c'est quelque chose de top parce que je suis associé avec Bader et Franck et c'est 2 personnes que j'apprécie et en tout cas, quand j'étais stagiaire, je les regardais vraiment d'en bas en me disant putain, c'est ça, genre vraiment bosser, quoi.
parce que Franck, il travaille vraiment énormément. Franck, c'est donc le mécano de l'émission. Qui a la réputation d'être un petit peu difficile à vivre, on va dire qu'il est oui, qui a son caractère. Il a son caractère. Ouais, clairement, et du coup, qui a un langage aussi qui va avec son caractère. Fleuri. Oui, très fleuri, ouais. Et personnalité, je pense, c'est la plus forte du programme au final. C'est soit on aime, soit on déteste, mais quand même la grande majorité des gens aiment. Parce qu'au-delà du côté grande gueule, il y a quand même un grand cœur derrière et il y a une vision du monde de la moto, du travail et tout ça qui reflète quand même de belles valeurs. Même si c'est pas ce qu'on voit au premier coup d'œil. Mais oui, en fait, lui, il a un atelier en fait de préparation de motos. Donc il a préparé des motos incroyables, il a fait des motos, des Hayabusa, donc des motos vraiment faites pour aller vite en ligne droite, de 700 chevaux. Ça n'a aucun sens. Non, clairement. Avec des turbos, enfin il a fait des trucs incroyables, il développe ses propres pièces, il importe des trucs que personne ne veut mais qui fonctionnent de ouf, qu'il a développé lui-même. C'est lui qui a créé le Flex Fuel en moto. Donc c'est-à-dire que tu peux mettre de l'éthanol dans ta moto grâce à un boîtier que tu branches, mais tu peux aussi mettre de l'essence. Enfin bon bref, c'est des trucs hyper technologiques. Ouais, clairement. Mais surtout, il a cette capacité de s'armer des bonnes personnes pour développer les choses où il n'a pas les compétences. Et je trouve que d'avoir son niveau en mécanique et ses connaissances, mais d'avoir quand même cette sagesse de dire ok, ça je maîtrise pas, je vais mettre telle personne dessus pour qu'il me crée la bonne chose. Je respecte beaucoup ça, quoi. Je trouve ça vraiment très fort. Et évidemment, de bosser avec Bader, en fait, c'est ce qui m'apprend le plus et ce qui m'a le plus formé depuis que j'ai un métier, en fait. C'est ce mec-là parce qu'il a une vision de ce qu'on fait où il arrive à prendre du recul. Tu vois, à se mettre à la place de la personne qui regarde et il prend du recul sur toutes les situations. Et il y a beaucoup de choses où il va dire noir, je vais dire blanc. Ça arrive genre quasiment tout le temps, en fait. Et tant mieux, il y a du challenge. Ouais, et surtout, on se rend compte que au final, des fois, les deux solutions fonctionnent. Mais c'est bien de voir que la solution opposée à celle que tu aurais choisie fonctionne aussi. Tu vois, ça te permet quand même de te remettre souvent en question. Et il a cette capacité à le faire même sur lui-même. Et ouais, c'est vraiment très très formateur de bosser avec lui. Et du coup, d'avoir la chance d'être associé avec ces mecs-là, c'est incroyable. J'aurais jamais eu cette ambition en étant stagiaire au début, clairement. Je les salue, même si je les connais pas, s'ils écoutent un jour ce podcast. Oui, je pense que quand ils vont voir le titre et que j'y participe, ils vont surtout pas écouter. Mais on sait jamais. C'est sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de te poser la question par rapport justement aux 24 heures du Mans Moto. Oui. T'en parlais justement d'introduction parce que t'es pilote d'endurance moto. L'année dernière, t'étais pas pilote titulaire. Non. En fait, j'avais laissé tomber complètement la compétition. Ouais. Moto, donc quand j'ai arrêté le super motard, que je suis rentré en prépa et tout ça, et avec moto et motard, avec tout ça, en tout cas, quand t'es journaliste essayeur, t'as toujours des opportunités. T'es toujours invité par des marques pour participer à des courses. Voilà. Donc j'avais un petit peu remis le nez dedans gentiment. Et puis il s'est avéré que j'ai rencontré aussi un concessionnaire du sud de la France, à Sifour, qui m'a vu sur quelques épreuves que je faisais en course et qui m'a proposé de me prêter des motos. Et ça m'a remis, tu vois, vraiment dans la course. En tout cas, j'ai refait quasiment un championnat complet. Enfin voilà, j'ai découvert en tout cas la vitesse, parce que moi j'étais plus super motard. Et il y a 2 ans maintenant, je suis parti faire un sujet sur Lucas Mayas, qui est le champion du monde super sport, un Français, qui a un niveau incroyable en moto. Je pense que c'est le Français le plus doué sur une moto, le plus complet. Et en fait, on le suivait pendant 2-3 jours sur ses spots d'entraînement. Et à un moment, on passe dans une concession du côté de Bordeaux. Et je rencontre ce mec qui s'appelle Fred Louit, qui a un pôle avec plein de concessions et qui a une équipe en endurance, en moto. Une équipe qui est championne du monde en catégorie stock. Enfin, vainqueur de la Coupe du Monde en stock, parce qu'il n'y a pas de champion du monde en stock. Mais en gros, qui a un titre mondial
dans une catégorie d'endurance. Donc, vraiment un très gros niveau. Donc stock, ça veut dire pas modifié d'origine. Ouais, voilà, beaucoup moins modifié. Au final, aujourd'hui, les motos sont tellement performantes, les sportifs sont tellement performantes que même les motos pas modifiées vont très vite. Et par exemple, en course d'endurance moto, il y a ces deux catégories principalement. Il y a les EWC, donc les motos un peu plus prototypes, avec notamment des changements de roues rapides. Et après, il y a la catégorie stock, où il y a moins de modifications, notamment sur les changements de roues, qui se font beaucoup plus lentement. Mais en début de course, les bons pilotes en stock, ils arrivent à rouler parmi les 10 premiers au scratch, en fait. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Et donc, ce mec, on sympathise un petit peu, on garde contact, et on se croise après de temps en temps sur des événements. Et du coup, il regarde Highside, et un jour, il me dit, bah, mais t'as déjà fait de l'endurance, t'as déjà fait de la vitesse et tout. Je lui dis, bah, pas trop, j'ai déjà fait des courses, j'ai fait ça, c'est ça. Il me dit, bah, tu sais quoi, si tu veux un jour être 4e pilote, moi, je te fais essayer la moto, et on le fait. Il faut savoir, en fait, qu'en endurance, il y a 3 pilotes pour les courses. Les pilotes se relaient, ils font des relais de 50 minutes à peu près, à 3. Mais pendant toute la semaine qui précède la course, il y a un 4e pilote, qui est là au cas où un des pilotes titulaires se fait mal. Par contre, une fois que le départ est donné, ça part à 3 pilotes, et le 4e pilote ne sert plus à rien. Et du coup, c'est vrai que les teams aiment bien avoir ce confort d'avoir un pilote en plus en cas de problème. Et donc j'accepte, et il m'envoie faire des tests au Paul Ricard, pour préparer le bol d'or. Petit circuit, quoi. Ouais, et la chance que j'ai, c'est que c'est l'un des circuits de vitesse qui est le plus proche de chez moi. C'est même gros circuit international, c'est le plus proche. Donc je connaissais déjà un petit peu et tout ça. Et en fait, c'était des tests où... Voilà, en fait, j'étais amené vraiment comme un journaliste. Donc le responsable des pilotes et du team et tout ça me prend à l'écart avant le début de la journée de test et il me dit bon écoute t'es là juste pour faire des tours avec la moto, t'embête pas, genre te fais pas mal, te fais pas tout ça, essaie pas de nous prouver quelque chose. Si à la fin de la journée tu roules en 2 minutes 04, ce sera très bien, genre t'es pas là pour faire tomber la moto pour casser du matériel. En fait, c'est un peu la hantise de tous les teams en endurance, c'est que le 4e pilote qui est là un petit peu pour rien casse du matériel et fasse perdre du temps au pilote titulaire. Donc te mets pas dans le dur, laisse-toi une marge, quoi. Ouais, voilà, et c'est pas de nous prouver quelque chose, ça va, quoi. Et du coup, il m'envoie au début pour roder des plaquettes. Donc c'est... En fait, quand t'es 4e pilote, tu fais tous les trucs ingrats. C'est l'équivalent d'un job de stagiaire, quoi. C'était exactement pareil. J'étais pas du tout... Toujours stagiaire à vie, quoi. Ah ouais, clairement. Et en fait, quand tu rodes les plaquettes, il faut faire des freinages assez courts. Parce que si tu freines trop fort longtemps, tu fais chauffer les plaquettes. Et quand elles sont neuves, ça les glace. Et du coup, en fait, elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Donc, en fait, t'as moins de freinage après. Et du coup, ils m'envoient roder les plaquettes. Et je roulais déjà, je crois, en 2.01 ou un truc comme ça. Ce qui est pas incroyable, mais ce qui est quand même bien au-delà de ce à quoi ils s'attendaient. Et du coup, je pense que le test a été plutôt concluant. En tout cas, Fred, qui n'était pas là, m'avait appelé dans la journée pour me dire bah c'est bien, c'est cool ce que tu fais, et du coup, on va pouvoir compter sur toi pour la course. Et effectivement, pour la course, pour les 24 heures du Mans, pour le bol d'or, pardon, ils m'ont pris dans leur team en tant que 4e pilote. Donc c'était vraiment une chance parce que normalement quand tu débarques en endurance et que t'as pas d'expérience comme moi, tu ne débarques pas dans un team aussi bon. Tu commences dans un petit team où t'es 4e pilote aussi, mais il y a un peu moins d'enjeux. Là, je vais pas dire que tous les regards étaient tournés vers nous, mais les pilotes titulaires étaient très rapides, et donc il y avait quand même un petit peu d'intérêt pour ce qu'on faisait et tout ça. Et du coup au bol d'or, ce qui se passe, c'est que par chance, il pleut juste avant ma qualification. Ouais. Et moi, j'avais jamais roulé sous le mouillet avec une sportive 1000, une vraie moto comme ça. Mais je sais que j'ai été assez à l'aise, tu vois, sur le mouillet. Et en fait, je pars, je fais ma session des 4e pilotes, parce qu'en fait, aux essais, c'est pilote par pilote qu'on passe sur la moto. Et en fait, ma session se passe de façon un peu ouf, parce que je manque de me satelliser dans le premier tour, mais un truc, mais de l'espace,
où en fait au freinage, au bout de la ligne droite, il y avait une bande de peinture qui avait été repeinte en noir, donc tu la voyais pas. Et en fait, j'ai pris les freins dessus et j'ai croisé l'avant. Forcément plus glissant, ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est glissant comme un parking souterrain mouillé, quoi. Donc j'ai perdu l'avant là-dessus et je me suis dit, putain, c'est pas possible, genre au deuxième tour, je vais broyer la moto. Et finalement, je tombe pas. Et je fais toute ma séance en voyant sur le muret, t'as le panotage en fait, et je vois qu'il me panote P1, P2, P1, P2. Je me dis, bah attends, c'est pas possible, ça peut pas être ma position, tu vois. Et en même temps, je vois que je double pas mal de mecs. Et en fait, oui, genre, au fur et à mesure que je vois P1, P2, je me dis, bah non, en fait, c'est ça, c'est ma place. Et je finis genre deuxième de ma qualif, derrière un pilote qui roulait avant en championnat du monde, tu vois. Costaud. Ouais, costaud et un peu inespéré, quoi. Et du coup, les essais se terminent, toute la partie essai de la course se termine. Et aucun des pilotes titulaires ne se blesse, donc mon job est terminé. Sauf qu'il y a des équipes qui viennent me voir en me disant, bah écoute, si t'es libre pour la course, nous on veut bien te prendre dans notre équipe en tant que pilote titulaire. Ils sont venus te chasser, quoi. Ouais, mais c'est un truc qui arrive souvent. Si jamais t'as la chance de faire des bons chronos... Et tu le savais ça avant qu'ils viennent te voir? Tu connaissais cette astuce? Ouais. Ah, donc tu te disais peut-être, effectivement, vu que j'ai fait P2, peut-être que... Bah en fait, dès que je suis descendu, le team m'a dit, oui, bah là on va venir te voir, c'est sûr, quoi. Et en tout, je crois que j'ai eu 5 équipes qui sont venues. Ah, quand même, ouais. Il y en avait une qui était vraiment intéressante et ça aurait été ouf de rouler avec eux. Mais malheureusement, quand ils ont appris que j'avais jamais fait d'endurance, ils m'ont dit non, bah laisse tomber. Ils ont pris un mec qui était 2 secondes moins vite que moi sous la pluie, mais bon, au final, qui a très bien roulé, qui a sûrement mieux roulé que ce que j'aurais roulé. Et du coup, vu que j'avais eu cette très bonne équipe qui m'avait demandé, je me suis dit, bah c'est bon, en fait, maintenant je peux intéresser ces équipes-là, donc je vais pas m'embêter à aller dans une équipe moins bonne. Et toutes les autres équipes étaient un rang en dessous quand même. Et du coup, j'ai fait toute la course dans les box avec l'équipe pour laquelle j'étais 4e pilote, mais sans rouler. Donc j'ai quand même pu apprendre énormément de choses, et ça a été super intéressant. Et ils ont continué à me prendre en 4e pilote sur le reste de la saison. On est parti en Malaisie ensemble, mais là-bas j'ai pas pu rouler parce que c'est encore différent sur les courses de 8 heures, ils font pas rouler le 4e pilote. Mais en tout cas, j'ai pris pas mal d'expérience en endurance jusqu'aux 24 heures du Mans, où là, je me suis rendu compte que, en fait, aucun team m'appelait. En tout cas, j'intéressais pas grand monde parce que à chaque fois que j'étais en contact avec une équipe et je disais, bah, j'ai fait tel chrono au bol et je savais que mon chrono était plutôt bon, ils me disaient, oui, mais t'as jamais fait de course. Je disais, bah non, c'est pour ça que je t'appelle, en fait. Ah ouais, non, mais c'est bon, nous, on prend pas les mecs qui ont pas fait de course, machin. En fait, tu t'étais un peu piégé en voulant aller chercher le haut niveau. Exactement. Et à pas rouler, quoi. C'est ça. Et du coup, là, je me suis dit, bah, à 24 heures du Mans, je me fais pas avoir. Quoi qu'il arrive, je roulerai avec une équipe. Et toute la semaine se passe. Et il s'est passé un truc où j'ai pas eu beaucoup de chance. C'est que juste avant ma qualification, donc les 3 pilotes roulent avec la moto. Avec les 2 motos en l'occurrence, parce qu'il y a toujours 2 motos, une pour la course et une pour les essais, tu vois, une en cas de problème. Et les pilotes broient les 2 motos. Et du coup, arrive mon tour, et genre, il y a plus de moto pour rouler. Et je lui ai dit, bon, bah là, ça va être compliqué, parce que, bah, du coup, pas de temps, quoi. Heureusement, il y avait une séance avant sur le mouillé où j'avais déjà pas trop mal roulé. Mais en tout cas, pas un chrono assez intéressant pour aller voir une équipe de devant ou voilà. Et finalement, j'atterris quand même dans un team que je connaissais déjà un petit peu et à qui il manquait un pilote. C'était le team de la police nationale. C'est ça qui est ouf dans l'histoire. Ouais. Ouais, bah écoute, jamais j'aurais cru rouler pour la police. Ouais, c'était un peu inespéré. Et en fait, là, tout se passe très vite parce que je devais rester dans le team 33, donc le team pour lequel j'étais 4e pilote toute la semaine, jusqu'au dernier moment. Ils m'ont dit, on te libère pour la course, mais tu restes avec nous pendant le warm-up, juste avant la course, parce que si un pilote se fait mal là, on te garde pour la course. Donc le warm-up finit à 10h. Ensuite, il y avait un briefing d'avant-course, auquel j'ai dû assister aussi parce que, en fait, il s'avère que les pilotes étaient italiens et espagnols qui parlaient anglais, mais en fait, je traduisais tous les briefings, parce que je parle un petit peu italien et anglais. Et le team, pas du tout. Donc, Donc t'avais double utilité, quoi. Ouais, voilà. Je sais que, bon, j'étais pas trop inutile. Enfin,
pas non plus d'une utilité incroyable, mais en tout cas, j'aidais et j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Et donc, je reste jusqu'au briefing, jusqu'à 10h30, et à 10h45, je découvre mon nouveau team pour un départ de course à midi. Parce que avec le Covid, ils ont avancé le départ de la course. Normalement, c'est 15h les 24 heures du Mans, et là, c'était midi. Donc, j'ai juste eu le temps de monter une fois sur la moto à l'arrêt, et après, la course est partie, et moi, j'ai pris le 3e relais. Et du coup, j'ai découvert la moto en sortant des stands en course, quoi. L'enfer. Ouais, c'était vraiment... Mais la chance que j'ai quand même, c'est que avec le boulot qu'on fait, on est habitué à rouler sur des motos, à changer souvent de moto déjà, et on se trouve vite à l'aise sur une moto. Tellement, je crois que j'ai fait mon meilleur coup de tour en course au 5e tour. Oui, donc tu t'allais très très vite en adaptation, quoi. Oui, voilà. J'étais très vite pour m'adapter. Parce que en chrono pur, c'était vraiment pas très rapide. En fait, mes coéquipiers étaient beaucoup plus petits que moi. Mais vraiment. Donc la moto était pas du tout réglée pour ton gabarit. Exactement. Et du coup, j'étais plié dessus et des douleurs au dos. J'ai jamais eu aussi mal au dos de ma vie. Normalement, j'ai jamais mal au dos, en fait. T'avais mal sur la moto pendant que tu roulais ? Sur la moto, à la moitié du relais, je criais Enfer. de douleur sur mon casque. Sur les changements d'angle, je criais tout seul. C'était horrible. Horrible. En plus, le premier relais, ça allait, sauf qu'ils me l'ont fait doubler. C'est-à-dire que des fois, tu rentres, on te met de l'essence et tu repars direct. Parce que les conditions de piste sont en train de changer. Et vu que tu viens de rouler, c'est toi qui es le plus à même de juger où est-ce qu'il faut faire attention et tout ça. Donc mon premier relais, je l'ai doublé, et ils m'ont fait doubler aussi le dernier relais. Sachant que au petit matin, il y a eu une chute, on a cassé la boîte, donc on n'avait plus de 2e rapport. Sachant que 70% des virages se passent sur la 2e vitesse. Donc ça a été assez laborieux, mais une très bonne expérience parce que même si en fait, il n'y avait pas vraiment d'enjeu sportif dans cette équipe. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était terminer, franchir la ligne d'arrivée. Et donc, quand tu pars avec cet objectif-là, tu sais que toi, en tant que pilote, tout ce que tu as à faire, c'est pas tomber. En fait. Tu avais moins de pression. Une pression différente, ouais. J'aurais préféré avoir la pression d'un résultat. Ça, c'est l'ancien compétiteur qui parle. Non, mais non, parce que en fait, quand il y a la pression d'un résultat, la chute est acceptée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Alors que là, parce que tu vas jusqu'au bout, donc la chute fait partie de l'équation. C'est ça. Si tu roules vite et tu tombes parce qu'on t'a demandé de rouler vite, on dit oui, c'était un peu dommage, c'est arrivé, mais voilà. Là, ça devait en plus pas arriver, quoi. Donc c'était assez frustrant, mais à la fois tu te dis je rejoins une équipe d'une 20aine de personnes qui sont là depuis une semaine, qui préparent ce moment, qui depuis des mois préparent la moto, l'équipe et tout ça. Donc je peux pas en fait rentrer là-dedans et me dire non mais attendez les gars, moi le but c'est de faire des bons relais, de rouler vite pour qu'une autre équipe me voie derrière et tout. En fait dans ma tête, c'était impossible parce que faut respecter en fait le travail des gens qui te permettent de monter sur la moto, quoi. À un moment, et c'est ça que je trouve cool en fait dans l'endurance, c'est que tu mets un petit peu de côté ta performance individuelle pour la performance de l'équipe, quoi. Tu le retrouves en auto et en moto, ouais. T'as ce côté collectif qui est vraiment une course à part, quoi. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, il y a cet esprit-là qui ressort. Tu vois, j'en parlais avec Bruce Joigny, je t'expliquais. C'est exactement ce qu'il m'expliquait. Pourquoi il préférait l'endurance. Parce qu'il avait fait de la Formule 3, mais parce que t'as ce côté collectif, en fait. Ouais, et moi, j'ai jamais fait de sport collectif, tu vois. J'ai jamais fait de foot, de trucs comme ça. J'ai rien fait de ce style. J'ai toujours été perso dans la moto. Et là, c'est une nouvelle dimension du sport, du coup, que je découvre. Et il y a ce côté aussi chaîne. C'est-à-dire que toutes les personnes de l'équipe ont un rôle qui est important, en fait. C'est-à-dire que si le cuistot fait de la merde et tout le monde est malade, en fait, on peut pas gagner la course. Pourtant, un cuistot, tu dis oui, il est juste là pour faire des pâtes, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment top parce qu'il y a cet objectif commun qui est partagé pendant plus d'une semaine, même bien avant, tu vois, avec les tests, avec tout ça, et où genre tout le monde va dans la même direction. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en tournage, en fait, où le but, c'est de sortir le sujet, tu vois, de revenir avec les images, avec tout prêt à monter. Et de la même façon, si l'assistant caméra, qui a peut-être le rôle qu'on pourrait penser être le moins important, s'il se rate sur
le déchargement des données le soir à l'hôtel, bah en fait si Tout est perdu. bah voilà, et du coup ça marche plus. Donc il y a ce côté vraiment chaîne où tout le monde doit travailler ensemble pour cet objectif. Et ça, je trouve que ça donne justement du sens à l'effort que tu vas faire sur la moto, quoi. Et en plus, le fait d'avoir roulé avec ce team-là, ça te permet cette année d'être pilote titulaire. Oui, alors... Indirectement peut-être, non ? Ouais, indirectement. En tout cas, du coup, on a pensé à moi pour être dans un team. Mais les chronos que j'ai fait pendant la course sont vraiment pas terribles. Et du coup, je sais que certaines personnes dans le team, dans lequel je suis titulaire aujourd'hui, disaient bah non, ça sert à rien de le prendre, regarde en combien il roule. Mais oui, il roule comme ça sur une moto trop petite et qui doit pas tomber, quoi. Donc, parce que j'imagine que d'autres personnes dans le team savent ça, en fait, savent que t'étais pas dans des conditions pour aller taper du chrono aussi. Oui, voilà. Mais le problème, c'est qu'un chrono sur une feuille de temps, il n'y a pas l'explication à côté. C'est clair. Et le chrono, c'est le juge de paix en compétition de sport mécanique, quoi. Il y a que ça qui compte. En tout cas, ça m'a servi d'expérience et je sais qu'aujourd'hui, gérer une course de 24 heures ou quoi, bon, bah, je saurais un petit peu plus à quoi m'attendre, ouais. Sans transition, je voulais parler d'un sujet dont tu as évoqué un petit peu tout à l'heure par rapport à ton père qui a eu un accident. Ouais. Donc, qui était concessionnaire moto. Oui. Maintenant, il peut plus conduire une moto comme il pouvait le faire auparavant. Et tu as réussi à créer avec lui, à le refaire vivre sa passion. Ouais, c'est principalement son envie à lui. C'est-à-dire que lui, il a passé sa vie à avoir sa concession, donc à acheter des motos, à les vendre, à préparer des motos pour la compétition aussi. Il s'avère qu'il a fait rouler des motos en championnat du monde d'endurance. Et la boucle est bouclée. Ouais, en quelque sorte, ouais, clairement. Sauf que lui, il faisait rouler des Ducati, donc ça arrivait quand même rarement au bout. C'est une punchline. Non, mais c'est vrai, malheureusement. Enfin, les courses qu'ils ont finies, c'est parce qu'ils rentraient au stand en attendant que la course se termine, et genre un tour avant la fin, ils l'ont envoyé pour qu'ils franchissent la ligne, tu vois. Ouais, je dis ça pour les gens qui suivent pas trop la moto, mais la réputation des motos italiennes est un peu équivalente à la réputation des voitures italiennes aussi à l'époque. Ouais, bah c'est les mêmes Italiens qui les font, malheureusement. C'est ça. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais je te laisserai en juger. Mais moi, je suis pas assez... Je suis pas le meilleur pour en juger, mais ce qui est sûr, c'est que les marques italiennes n'ont pas les moyens des marques japonaises. Donc forcément, ils peuvent pas faire des moteurs toujours aussi fiables ou monter d'une façon qui les rend aussi fiables. Donc normalement, si tu suis quand même les intervalles d'entretien et tout ça, t'as pas de mauvaise surprise, mais il faut être plus pointilleux qu'avec une japonaise en tout cas. Et du coup, pour en revenir à mon père, effectivement, il a passé toute sa vie dans la moto, à posséder des motos, et il adore ça. Il a eu donc un accident de moto en allant travailler, et depuis, il est en fauteuil roulant. Et effectivement, petit à petit, il a commencé à acheter des motos juste pour le plaisir d'en avoir, et parce que juste parce qu'il voulait, je pense, posséder un petit peu les motos qui l'ont fait rêver, ou les motos qu'il a eues. Tu vois, il a racheté ses premières motos, il a racheté tous ces trucs-là. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on fait plutôt ensemble. En tout cas, j'essaie de l'aider là-dedans. T'as encore le rôle du stagiaire qui va chercher les motos ? J'essaie de m'en détacher quand même. Mais oui, je me retrouve souvent à amener les motos d'un garage à un autre, ou faire tout ce genre de trucs, ouais. Mais oui, ça s'est fait petit à petit, en fait, et... il s'avère que il a pu... ça a été assez compliqué après son accident parce qu'il avait très peu de revenus. Il a dû vendre son magasin pour pouvoir continuer à adapter la maison et juste à vivre, en fait. Et petit à petit, la situation s'est arrangée et du coup, il profite de la vente de ce magasin qu'il a mis toute sa vie à créer pour se faire plaisir et acheter des motos. Sachant que il les achète jamais en perdant de l'argent. Tu vois, je sais pas combien il en a revendu, mais à chaque fois, il fait genre un petit bénéfice pour en acheter une autre. Et à force, oui, ça commence à faire une petite 50aine de motos, là. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ouais. On parle plutôt de motos de collection, hein. C'est des motos plutôt vintage. Ouais. Oui, clairement. Il y a rien de récent. Enfin, là, il a acheté une moto récente, neuve, parce qu'il aimait bien ça. Je suis pas trop d'accord avec
avec cet investissement-là, lui il reste persuadé que ça a un intérêt, mais c'est une MV Agusta, une Super Veloce. Ah ouais? Ok. Ouais, mais la version alpine. Ok, je vois pas du tout ce que c'est, la version alpine. En fait, ils ont sorti une version au coloris alpine. Ok, je savais même pas. Avec genre 2-3 pièces différentes, mais ils vendent ça genre une fortune pour une peinture et 2 trucs décalés. Et le fait qu'elle soit numérotée aussi. Tiens, j'en parlerai avec... je vais rencontrer l'ex-CEO d'Alpine la semaine prochaine, Ah ouais? Bernard Olivier, et je sais pas si c'est lui qui est à l'origine de ce projet, parce que peut-être qu'il était plus à la tête d'Alpine à ce moment-là, mais... Bah écoute, si jamais il a envie d'en racheter une, je veux bien que tu me le dises et je les mets en contact. Parce que je pense pas qu'on va trouver grand monde qui sera prêt à... Bon, enfin bref. On n'est pas toujours d'accord sur le choix des motos, mais bon, c'est choix à lui, donc je les respecte tout de même. Mais en tout cas, oui, c'est bien débrouillé quand même, c'est qu'il a eu la numéro 2. Donc c'est quand même un petit numéro, ça a quand même un peu de valeur. Mais principalement, oui, c'est des vieilles motos qu'il achète soit au Japon, beaucoup par Provence Motocasse, qui est une casse qui est située à Vitrolles et qui en fait fait venir des motos du Japon. Ok. Qui les achètent aux enchères et qui rendent des conteneurs de motos, des petites sportives des années 90, des trucs, mais faut surtout pas aller là-bas si t'es passionné de moto parce que tu pètes un câble et tu reviens toujours avec un truc. C'est obligé, en fait. Et donc, soit par ce biais-là, soit des ventes aux enchères aussi dans d'autres pays, pas mal les Pays-Bas, voilà, plein de trucs. Et des fois aussi en France, tu vois, où ils trouvent des trucs pas forcément toujours en bon état, mais le but à chaque fois, c'est de les remettre d'origine. Moi, j'essaie de rouler un petit peu avec, mais j'ai déjà... Enfin, au final, j'ai pas assez de temps pour rouler avec toutes. Donc, c'est cool, tu vois, quand des gens viennent comme toi, de pouvoir un petit peu les sortir et de faire rouler ces motos-là. Et surtout de partager quand même les sensations qu'elles peuvent procurer. Ah ouais, c'était génial. Moi, c'est déjà un kiff. On en a quelques-unes à la maison, les autres sont ailleurs, mais juste de passer devant, tu vois, tous les jours, c'est très agréable. Mais quand t'as la chance de les démarrer et de rouler avec, tu comprends pourquoi elles prennent de la place dans le garage, quoi. C'est clair. Et t'as pu aussi faire faire goûter à ton père le plaisir de la moto avec une moto dont on parlait en plus tout à l'heure. Oui, avec une Goldwing. En fait, mon père avait pas trop l'envie de rouler. De remonter sur une moto en tout cas. On en avait parlé, tu vois, peu de temps après son accident. Mais son accident maintenant, c'était en 2011. Ouais, je crois que c'était ça, 2011. Ça fait 9 ans, ouais. Ouais. Donc oui, juste après l'accident, on en avait discuté, il était pas chaud. Et vu qu'il m'en avait pas reparlé, j'avais pas trop envie de lui reproposer tous les ans. Alors, quand est-ce que tu veux refaire la moto? Tu veux refaire la moto? Et il s'avère qu'il en a parlé, qu'il en a reparlé à sa copine, qui m'a dit que peut-être qu'il y avait une ouverture. Et du coup, on en a rediscuté et il m'a dit ouais, écoute, pourquoi pas, essayons. Il fallait juste trouver une moto sur laquelle il pouvait monter, parce qu'en fait, il a été touché assez haut sur la colonne vertébrale, et du coup, il arrive à bouger presque tous ses muscles, mais il est embêté par de la spasticité. C'est-à-dire que quand il fait fonctionner un muscle, il y a le muscle antagoniste, donc le muscle opposé, qui fonctionne en même temps. Et du coup, il peut pas bouger comme... Il n'y a pas de synchronisation comme il le souhaiterait. Okay. Exactement, il y a souvent une latence, il y a parfois même des spasmes. Donc c'est assez compliqué déjà dans tout ce qui est vie courante. Là, il arrive à manger seul depuis plusieurs années. Là, maintenant, il a une voiture adaptée dans laquelle, il faut l'aider, il faut le transférer du fauteuil à la voiture, mais qui peut quand même conduire grâce à un joystick et tous ces trucs-là. Mais il fallait quand même trouver une moto sur laquelle il puisse monter et être maintenu après. Et pour ça, il y avait que la Goldwing, en fait. Qui est un vrai salon roulant. Oui, c'est la moto. C'est un canapé. C'est la moto la plus confortable de l'histoire, la 1800 Goldwing. Tu vois, c'est incroyable. C'est une moto où il y a le chauffage dessus. T'as même ce qu'ils appellent l'air conditionné, mais en fait, l'air passe dans les carénages pour te refroidir. T'as la radio. C'est incroyable. Petit, je pensais qu'il y avait un frigo aussi. Je pense qu'en option, tu peux l'avoir. Je pense que c'est possible. Mais moi, je pensais que c'était tout équipé de frigo, alors qu'en fait... Non, pas tout, non. Mais c'est une moto incroyable. Et du coup, oui, effectivement, on en a trouvé une dans un concessionnaire pas très loin qui a accepté de me la prêter pour qu'on essaie déjà de faire un tour ensemble.
Et il y a cet été, on a pu faire genre notre premier tour en partant tous les deux et on allait rouler, je sais pas, une vingtaine de kilomètres de la maison et c'était ouf en fait. Expérience validée, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais. Surtout que j'ai passé mon enfance à rouler en moto derrière lui, tu vois. Chaque fois, le week-end, on allait faire de la moto quand j'étais plus petit et où on se déplaçait en moto, tu vois, c'était normal. Mais lui, il était jamais monté derrière moi. Tu vois, on n'avait jamais eu l'occasion de le faire dans ce sens-là et du coup de le revivre là et c'est unique quoi. Puis quand on roule, je lui ai mis un intercom sur le casque et du coup on se parle et sa réaction genre la première fois que la moto a penché, genre pour prendre un virage, genre c'était ouf de Niveau émotion, ça doit être dingue. ouais, et de partager ça quoi, tu vois, de se dire putain, c'est cool, il ressent à nouveau ce plaisir qu'il y a, tu vois. Après, ça reste très éloigné du plaisir qu'il avait à conduire une moto. Parce que le plaisir, malgré tout, dans la conduite d'une moto, c'est de maîtriser l'objet et tout ça. Mais quand même, il ressent des sensations, il ressent l'air, il ressent tout ça. Et en tout cas, ça lui plaît. Donc, on a refait un tour hier. On allait rouler 2 heures. Et pareil, ça s'est super bien passé. Et c'est cool, tu vois. C'est des petits moments un peu hors du temps où on est juste tous les deux et où on peut parler librement, tu vois, comme quand t'es en moto et que ça libère quand même des choses, tu vois, dans ton cerveau et t'es plus détendu que dans la vie de tous les jours. Puis c'est un juste retour des choses aussi, parce que c'est lui qui t'a amené à la passion auto, et à la passion moto, pardon. Ouais. Tu vois, parce que j'avais fait une transition après. Mais Je suis pas le pire. tu la vois venir, celle-là? Ouais, malheureusement. Pour finir le podcast. Non, mais je trouve ça vraiment, la symbolique, elle est géniale. Elle est juste vraiment géniale. Ouais, et tu vois, autant c'est un truc dont j'aimais pas trop parler, de la situation de mon père et tout, parce que, il y a... En fait, c'est un peu le pire truc qui peut arriver quand tu roules en moto, tu vois, de te retrouver dans cette situation-là. Et je sais que lui a eu aussi beaucoup de mal à ne serait-ce que revenir sur des circuits. Et en fait, pour moi, le truc le plus fort qu'il a eu depuis qu'il a eu son accident, c'est qu'il est venu me voir rouler un jour. Il est venu me voir rouler plusieurs fois. La première fois, ça s'est pas super bien passé. C'était une course avec une Super Duke, donc une KTM Super Duke, donc un roadster, mais quand même assez. En 12,90 ? Ouais. Ça marche, hein. Ouais, c'est très puissant, ouais. Et du coup, c'est une course où tu roules avec un roadster, mais contre des sportives. Donc c'est un truc que j'aime bien faire quand même parce que j'aime bien cette moto et j'ai l'occasion de rouler à peu près tous les ans avec. Bref, il vient sur la course et pas de chance, je tombe aux 2 manches. Donc genre, je me satellise les 2 fois, donc non, pas terrible. Mais déjà, il était venu, tu vois, c'était la première fois qu'il revenait sur un circuit. Donc c'était déjà un moment assez fort. Et là, c'était il y a 2 ans, je crois, où il est revenu sur la même course. Pas au même endroit, c'était au Castellet cette fois-ci. Et ça s'est mieux passé, je gagne la catégorie, et je fais je crois 2 au général. Mais surtout, il a pu regarder toute la course depuis les gradins, sur lesquels il y avait en fait une barrière à laquelle il pouvait se tenir, et il a pu la regarder debout en fait. Trop bien. Parce que genre, quand la posture debout, si tu lui tiens un petit peu les bras et tout, il arrive à se tenir. Et genre, quand je suis rentré, et il m'a dit putain ouais c'était cool et tout, bravo, il était genre content, tu vois, parce qu'il est toujours content, genre quand je fais une bonne performance, même quand je le fais pas, il est pas déçu, tu vois, mais il est davantage satisfait de la performance. Et quand il m'a dit genre putain ouais j'ai réussi à tenir tout, et genre j'ai les larmes qui me sont montées, tu vois. Et en fait c'était ça, genre l'élément clé, parce que c'était un retour à avant l'accident. Et c'était la reprise d'une vie genre vraiment normale où il peut venir sur un circuit et me voir rouler comme il a fait pendant des années. Et ce truc-là, ouais, je crois que quand je suis reparti de la course, genre j'y ai repensé et je pleurais tout seul dans la voiture en me disant putain, mais en fait c'est le plus beau truc qui pouvait arriver, et le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, c'était ça, tu vois. C'était juste d'être debout, sans que je le sache en roulant, tu vois, mais juste d'être là et de se tenir debout et de passer ce cap et de se débarrasser de ce fauteuil et de reprendre une vie et une posture normale dans ce moment qui est fort, j'imagine, pour un père de voir rouler son fils, tu vois. Donc ouais, le tour en moto, c'est une chose, mais je pense que le moment le plus fort qu'il y a eu depuis son accident, c'est celui-là.
Et comment je peux faire une transition aussi minable après un moment fort comme ça? Bah, vas-y, parle de bagnole. Hein. Ouais, parce que ce podcast s'appelle Dans la boîte à gants, donc forcément, à la base, il y avait ce lien bagnole. Et quand on a préparé cet épisode, tu m'as raconté quand même quelques anecdotes sur la bagnole, parce que tu m'as dit que tu n'en avais pas à la base. Et après, en discutant, tu m'en as raconté qui sont magiques, on peut pas ne pas en parler. Ouais, bah je suis pas sûr que ça va faire beaucoup kiffer les passionnés de voiture. Si, je t'assure que si. Oui, parce qu'ils vont se moquer de moi alors. Non, si, il y en a une qui est assez marrante, enfin, on va peut-être pas toutes les faire, mais... Moi, c'est le de la E36, donc BMW E36 316i. Ouais. Parce qu'elle est en double moment en fait. T'as le premier moment et puis t'as le deuxième, Ouais. Elle est quand même magique. Ouais. Faut remettre dans le contexte aussi. Bah alors, le contexte déjà, c'est que... Ouais, si on veut repartir un petit peu sur genre mon rapport à la voiture et tout... Bah moi, j'ai eu une voiture genre à mes 18 ans parce que bah, c'était pratique pour se déplacer et tout. Sauf que ça a été j'avais récupéré la voiture de mon grand-père, donc il se servait de moins en moins parce qu'il vieillissait. Une 206. Bah du coup, oui, je vais devoir tout raconter. Que j'ai mis dans un mur au bout de 1 mois et demi. Je voulais t'éviter celle-là, tu vois. Moi, j'avais fait un raccourci pour t'éviter celle-là. Tu allais tout seul là. Oui, comme un grand. Et oui, bah effectivement, genre, je trouvais qu'une voiture, ça tenait quand même super bien la route par rapport à une moto. Jusqu'à ce triste jour où en rentrant des cours, j'ai pris un virage un peu trop vite et genre je perds la voiture mais direct, je tape le mur et en fait en tapant le mur à gauche, elle est partie quand même en tonneau sur la gauche. Donc ça a été genre très violent. Du coup je fais un tonneau, la voiture minable, genre ils ont pu récupérer le crochet de remorque et c'est tout. C'est-à-dire rien quoi. Rien. La boîte arrachée, les 4 roues, c'était des jantes en alu cassées, toutes les vitres explosées, enfin, et puis la voiture qui a fait un tonneau, genre, poubelle. Donc voilà, genre pas jusqu'à ce moment-là, j'aimais bien les sensations de procurer une voiture en roulant vite, et puis très vite ça m'a rappelé au fait que je maîtrisais pas si bien que ça. Et du coup, j'ai été beaucoup plus calme, ouais. Enfin, j'ai été beaucoup plus conscient de mon niveau en voiture. Du coup, j'ai eu une Honda Civic qui était une bonne voiture fin des années 80, c'est super début classe. des années 80. Tu commences à être recherché en plus maintenant. Ouais, c'était un espèce de gros kart en fait, t'étais assis très bas du sol et tout, avec les roues assez larges quand même, enfin, positionnées assez larges dans la voiture. Et du coup, c'était cool. Malheureusement, je l'ai revendu un petit peu pour pièces parce que c'était une époque où j'essayais de pas payer le péage. J'étais tellement sûr de moi dans la démarche de pas payer le péage que je prenais l'autoroute sans argent. Et un jour, je suis arrivé à un péage où il y avait personne en fait au péage, sauf une voiture qui partait au loin. Donc j'ai accéléré pour passer derrière elle avant que la barrière se ferme. Et en fait, j'ai pas accéléré assez fort et je me suis pris la barrière. Du coup, j'ai pété le pare-brise. Sauf que le pare-brise coûtait une fortune sur cette voiture. Et en fait, je perdais moins d'argent en la revendant pour pièces qu'en changeant le pare-brise. Donc j'ai revendu pour pièces. Et je me suis passé de voiture pendant toutes mes études à Paris. Je suis redescendu, j'ai acheté une Renault 4L. Pour faire le 4L Trophy. Dans l'espoir de faire le 4L Trophy, que je n'ai pas fait. Mais par contre, on avait repeint la 4L en multicolore, en fait. On l'avait préparé pour le 4L Trophy. On avait fait genre des bandes de, je crois, 10 cm, tu vois, qui passaient en largeur sur la voiture. Et elle avait une gueule de ouf. Et pareil, je sais pas, je crois que j'ai pété un pignon de première. En tout cas, la voiture était genre inroulable. Et pareil, je l'ai revendue en pièces. Et finalement, quand je suis redescendu ici pour bosser chez iSide, j'ai dû quand même acheter une voiture pour me déplacer. Et c'était une 316i. Parce que je trouvais que ça avait une petite gueule quand même comme voiture. Donc série E36 pour la génération. Oui. A priori, de ce que tu m'avais dit, je pense que c'est ça. Ouais, c'était ça, blanche. Ça faisait un peu, c'est IAM, tu vois, un peu cette époque-là. Et je la trouvais super belle et tout machin. Et je me suis rendu compte que en fait, une propulsion, ça a glissé sur le mouillé. Et du coup, je m'amusais et tout avec machin. Pareil, maîtrise assez aléatoire. Donc, je m'amusais à glisser, puis je suis monté 2-3 fois sur des ronds-points en me retournant. Donc, j'ai arrêté de faire n'importe quoi. Jusqu'à ce jour où, putain, c'est vraiment pas cool de me forcer à raconter ça. Ah non, je te force pas. En fait, on rentrait d'un resto avec un pote et on écoutait Snoop Dogg dans la voiture. Putain, j'ai tellement honte de le dire. Et en fait, Snoop Dogg, tu sais, dans ses clips, il roule avec le siège hyper baissé comme ça.
Ouais. Et du coup, on fait la blague de baisser le siège à fond, genre comme ça, et à tel point que je voyais plus la route en fait devant moi. Et on était sur la promenade des Anglais à Nice. Et en fait, j'étais persuadé que mon pote voyait la route. En fait, pas du tout. Et du coup, la voiture devant a freiné. Moi, j'ai jamais freiné, à part quand je me suis arrêté dans son pare-choc. Et du coup, j'ai éclaté la voiture. Donc voilà, grosse honte. Donc j'ai dû vendre cette voiture une nouvelle fois cassée. Et du coup, ça me fait penser que j'ai vendu tous mes véhicules à 4 roues cassés. Ce que j'allais dire, une voiture, une histoire, quoi. Ouais, une voiture, une casse, en tout cas. Parce que le camion que j'avais avant celui-là, pareil, j'ai cassé la boîte et je l'ai revendu cassé. Et donc là, je le vends à un mec. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui veut t'acheter une BMW avec l'avant enfoncé, bon, c'était rigolo. Je trouve finalement un type qui me dit « T'inquiète pas, moi je te l'achète. » Je la vendais peut-être 400 balles, même pas. Il me dit « T'inquiète, mais moi je vais la refaire et tout, elle va être flambante. » Je lui dis « Franchement, calcule, parce que si moi je la vends comme ça, c'est que ça vaut pas le coup. » Ouais, t'inquiète, je connais un pote carrossier et tout. Et le mec vient la chercher. Et en fait, il arrive un peu en retard et je le trouve un peu bizarre et tout. Et je lui fais faire le tour de la voiture parce que je lui avais pas montré certains trucs dans le coffre et tout. Et pendant que je lui ouvre le coffre, il se rapproche de moi avec le regard un peu vitreux. Et il me dit « Je suis désolé, hein. » Je fais quoi ? Comment ça, t'es désolé Il me dit « Ouais, tu sais, tu dois le sentir. » Je fais quoi ? Il me dit « Tu sais, j'ai bu. » Et en fait, il était genre complètement bourré. Et je me dis je lui dis non, mais peut-être si tu veux, reviens un autre jour, en fait. Ne pars pas avec ma voiture en état d'ivresse. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, vu que déjà, normalement, t'es pas censé rouler sur la route avec, vu qu'elle est éclatée. Il me dit non, t'inquiète. Et je fais tourner la voiture pendant qu'on faisait les papiers. Et en fait, le mec est dos à la voiture en train de me parler, pendant que la voiture tourne. Et je commence à voir le moteur qui se met à fumer. Mais une fumée blanche, genre le radiateur était explosé et tout. Et en même temps, il me disait « Oui, mais mécaniquement, tu m'as dit, il n'y a pas de problème et tout. » Et derrière, je vois le nuage de fumée. Donc je me dis « Non, c'est pas possible. » Donc vite, je lui fais signer le papier. Pendant ce temps, je fais le tour. J'essaie d'ouvrir le capot pour faire partir la fumée. Et au final, je sais pas par quel miracle, il est parti. Il a réussi à rentrer jusqu'au garage. Et je crois même qu'il a réparé. T'as jamais entendu parler ? Seulement pour me dire qu'il était content. Oh, super. Incroyable. Mais du coup, voilà, c'est la dernière voiture que j'ai possédée au final. Et depuis, j'ai eu des fourgons, en fait. Celui-là, il est en très bon état, en tout cas. Oui, j'ai essayé de le conserver. Il est en très bon état. Un magnifique chronotrafic. J'ai hâte d'avoir l'histoire de ta prochaine voiture, si t'en as une, un de ces quatre. Oui, tu sais, je vieillis un petit peu, donc j'espère que je vais arrêter de les casser systématiquement. C'est pas... En fait, c'est bizarre, mais j'ai du mal à avoir vraiment des sensations en voiture, tu vois. Et du coup, je pense que je suis plus distrait en voiture que je le suis sur une moto, et du coup, ça se finit souvent assez mal, ouais. Pour finir un peu ce podcast, parce que là, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu pour la suite ? Ouf. Écoute, c'est une bonne question que je me pose certainement pas assez. À court terme, ce serait déjà une bonne saison en endurance, parce que j'aimerais bien que ça se passe bien. En tout cas, je fais des efforts pour essayer d'être prêt, donc j'espère qu'on aura un petit peu de réussite en course et tout. Concernant Highside, je trouve qu'on est quand même sur une voie ascendante, même si ça se voit peut-être pas trop de l'extérieur, mais parce que forcément, on est passé de la télé au digital, donc dans l'esprit des gens, ça a été un échec. Pour moi, pas vraiment, parce que au final, on a consolidé quelque chose. Et là, petit à petit, on est en train de trouver nos marques sur le digital. Et je pense que d'ici quelques années, on arrivera à produire vraiment de façon récurrente et proposer du contenu fréquent et tout ça, parce que c'est encore peut-être un petit peu ce qui nous manque, parce que nos productions sont compliquées à faire. C'est pas du podcast, hein. Je dis ça en toute sympathie pour moi-même, mais c'est du travail monstrueux ce que vous faites comme production.
Ouais, en tout cas, on se prend la tête, tu te prends aussi la tête là-dessus, donc tu sais très bien ce que c'est, et c'est justement parce que tu essaies de soigner ce podcast comme on essaie de soigner iSight que tu comprends que juste pour un enregistrement qui paraît pourtant tout simple et qui peut être fait avec 2 téléphones, bah, ça prend en réalité beaucoup plus de temps. Donc on a toujours cette ambition et on l'aura toujours, en fait, je pense que c'est au fond de nous. Mais petit à petit, on arrive, en tout cas côté business aussi, à consolider un petit peu les choses, à se projeter dans l'avenir. Et moi, je courais un petit peu après ça. On va lancer aussi des événements iSide. On va essayer de faire vivre la marque un petit peu aussi au-delà des vidéos. Est-ce que c'est ça? Effectivement, c'est devenu une marque. Hein. C'est vraiment une marque pour le coup. Oui, bah on a lancé là notre ligne de merchandising qui cartonne et on espère voilà diversifier aussi petit à petit avec des produits vraiment faits pour les motards et tout. Et en tout cas, continuer à faire vivre le projet et l'esprit d'iSide en format vidéo. Mais à titre personnel, j'ai pas non plus envie de faire de la vidéo pendant toute ma vie. Parce que là, j'ai la chance de continuer d'apprendre des choses. Tu vois, bah, comme on a retracé sur ce long podcast, j'ai eu une progression en fait où je suis parti effectivement des trucs les plus basiques. Et en fait, en partant de là, bah, tu as tout le temps quelque chose à apprendre pour apprendre un poste qui est parfois un petit peu plus élevé ou différent. Et là, je suis pas loin d'avoir fait le tour et je sais que j'ai pas envie en tout cas de rentrer dans ce confort ou dans cette lassitude de faire des vidéos sans apprendre des choses. De manière un peu automatique, quoi. Ouais, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc je pense que ça passera aussi par renouveler la marque et on désespère pas de trouver une chaîne qui aura peut-être envie d'avoir aussi une émission vraiment consacrée à la moto. Une chaîne ou une plateforme ou autre chose. En tout cas, c'est sûr que ça se voit pas, c'est un travail de longue haleine comme ça l'a été pour faire passer iSide la première fois à la télé. Mais il y a ce travail qui est fait un petit peu en sous-marin, ce travail de fond. Donc, nous souhaiter aussi un diffuseur avec les reins un peu solides et tout, ce serait une bonne chose, je pense, même pour la moto en général, tu vois. Parce qu'on est très loin d'être allé au bout de ce que peut faire iSide, ou ce que peut proposer en tout cas une émission de moto pour les gens et pour donner envie aux gens de passer le permis. Parce qu'on a énormément de messages de gens qui nous disent bah, « je m'intéressais pas à la moto, je suis tombé sur votre émission et là je passe mon permis ». Et nous, de recevoir ce genre de message, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est clair, mais ça sent que vous fourmillez, enfin quand je dis vous, je pense, tu m'en as parlé à travers ce podcast, mais à Bader, à Franck, à François, vous fourmillez d'idées, donc je doute pas que vous allez aller au bout. Mais en tout cas, merci beaucoup Adrien, parce que c'était un entretien assez fleuve. Oui. On a couvert vraiment plein de sujets, et puis merci pour la balade, parce que moi j'ai découvert aussi le 2 temps, je ne connaissais pas du tout. Effectivement, je me suis fait quelques petites frayeurs sur des freinages un peu trop appuyés, où les pneus avaient envie de m'emmener l'arrière, mais des vieux pneus, pas de frein moteur, c'est pas quelque chose dont t'as l'habitude, c'est sûr. Mais c'était trop drôle. Écoute, c'est cool et je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi et ça, je pense que j'ai autant de plaisir de l'avoir partagé que toi de l'avoir vécu, donc c'est cool. Trop cool. À très bientôt, Adrien. À plus. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Joss qui écrit « Ce podcast est une véritable pépite que j'ai pu découvrir via Instagram. Chacune des écoutes est un vrai régal pour tout passionné d'auto. Ça en est addictif. Merci Yann pour la qualité de tes comptes automobiles. Je te souhaite de faire bonne route et longue vie à DBG. » Merci beaucoup Joss, peut-être pour José ou peut-être un autre nom. Content que tu aies pu découvrir ce podcast via Instagram, ça veut dire qu'effectivement la communauté commence à fonctionner un petit peu. Donc le compte Instagram c'est ou @dbg_, donc _, podcast. C'est là où vous pouvez découvrir toutes les coulisses du podcast et aussi avec le format vlog qui arrive sur la chaîne YouTube du podcast, donc dans la boîte à gants sur YouTube. J'espère d'ici la semaine prochaine, ça devrait être sorti pour les premiers vlogs. Donc, c'est un nouveau métier qui va arriver, mais vous avez été nombreux à me demander les coulisses de mes rencontres avec les différents invités. Et j'ai donc décidé de créer ce format. Il n'y aura pas des vlogs pour tous les épisodes parce que tout simplement certaines rencontres
donne lieu à des moments entre guillemets plus classiques et peut-être moins intéressants pour vous. Mais je pense forcément au vlog avec Adrien ou encore celui avec l'épisode de François Delecourt qui arrive, où là, ouais, il y a du contenu carrément intéressant. Enfin bref, merci beaucoup Joss pour ce message qui me touche énormément. Et merci à vous tous les jours, de me témoigner autant de sympathie sur ce contenu qui est découvert par de plus en plus de monde. Hein. J'ai du mal à y croire, mais en termes de nombre d'écoutes, c'est affolant. On commence à remplir pas mal de stades. Mais ouais, c'est dingue ce que je vis grâce à vous, donc merci beaucoup. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 43. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.